Quel prix donneriez-vous à l'âme d'un enfant? Pour un père à Aubépine, dans le sud de la France, la réponse n'était que quelques pièces de monnaie et une bouteille d'alcool bon marché. Imaginez une fillette de 9 ans, mal nourrie, tremblante au milieu d'un cercle d'hommes ivres, mise aux enchères par son propre père biologique, comme un objet sans vie. Ce n'est pas un cauchemar. C'est une histoire vraie de cruauté à son paroxysme et d'une lueur d'espoir qui est apparue de l'endroit le plus inattendu, lorsqu'un homme seul de 72 ans a décidé de faire l'impensable. Aujourd'hui, je vous invite à être les témoins de ce moment fatidique, un moment qui changerait 2 vies à jamais, où une transaction sordide est devenue le début du lien le plus profond. Si vous m'écoutez d'où que vous soyez dans le monde, laissez un commentaire et abonnez-vous. Car certaines vérités doivent être révélées, même si elles peuvent ébranler vos convictions. Certaines histoires, aussi douloureuses soient-elles, doivent être racontées. Après des semaines d'isolement dans son mât, ses mains, marquées par des décennies de travail acharné, tenaient les rênes avec la fermeté de celui qui a passé sa vie à dompter la terre aride de la région. Alors qu'il approchait de la place centrale de la ville, le bruit de voix agitées capta immédiatement son attention. Ce n'était pas un jour de marché, ni une fête locale, de sorte que le rassemblement de personnes était inhabituel dans cette petite ville, où tout le monde se connaissait, et où il était rare que quelque chose qui altère la routine monotone se produise. Walter descendit avec l'agilité qu'il possédait encore malgré son âge, attachant son cheval à un poteau avant de s'approcher curieusement de la foule, rassemblée dans un coin de la place près du bistrot. En s'approchant, il put distinguer la voix rauque et pâteuse d'un homme qui semblait offrir quelque chose à la foule, suivi de rires inconfortables et de murmures de désapprobation. Son cœur, déjà habitué à la solitude et aux déceptions de la vie, n'était pas préparé à la scène qu'il découvrirait en se frayant un chemin à travers les curieux. Lorsqu'il atteignit le devant du groupe, le sang de Walter se glaça. Au milieu d'un cercle d'hommes, dont beaucoup étaient visiblement ivres, se tenait Martin, un homme connu dans la région pour ses dettes de jeu et son goût excessif pour l'alcool. À côté de lui, le regard fixé sur le sol et tremblant visiblement, se tenait une petite fille de 9 ans à peine, avec une robe déchirée trop grande pour elle, et des cheveux noirs emmêlés, tombant sur son visage émacié. Martin la tenait par l'épaule d'une main, tandis que de l'autre, il tenait une bouteille de mauvais whisky presque vide. Walter sentit le temps s'arrêter, en écoutant les mots qui sortaient de la bouche de cet homme. Martin offrait sa propre fille au plus offrant, parlant d'elle comme s'il s'agissait de bétail à une vente aux enchères, mentionnant qu'elle serait utile pour le ménage, qu'elle mangeait peu et ne causait pas de problème. La fillette restait immobile comme une statue de douleur. Être habituée à l'humiliation constante. Certains hommes lançaient des offres entre des rires, plus comme une blague macabre que dans une réelle intention, tandis que d'autres regardaient avec un dégoût évident, mais sans intervenir, suivant la règle non écrite de ne pas se mêler des affaires des autres. En cet instant, la paix fragile que Walter avait construite au cours de 15 ans de solitude vola en éclats. Depuis la mort de sa femme, Clara, sa vie était devenue un rituel silencieux de gestion des terres par inertie. Chaque lever et coucher de soleil se fondait dans un tableau gris de résignation stoïque. Il existait, mais il ne vivait pas. La vue de cet enfant sans défense, cependant, fut une pierre jetée dans les eaux calmes de son chagrin. Ce n'était pas seulement une fureur protectrice qui s'alluma en lui. C'était le fantôme de la voix de Clara, le souvenir de sa croyance inébranlable en la gentillesse, l'écho de chaque rêve qu'ils avaient eu, du rire d'un enfant remplissant leur maison silencieuse. La douleur creuse de son deuil ne fut pas remplacée. Elle fut remplie d'un but si aigu et indéniable qu'il se sentit respirer pour la première fois depuis des années. Poussé par un instinct qu'il n'avait pas ressenti depuis des années, Walter entra au centre du cercle, sa silhouette imposante attirant tous les regards. Avec une voix ferme qui n'admettait aucune discussion, et qui surprit même ceux qui le connaissaient depuis des années pour sa réserve habituelle, il s'adressa directement à la fillette. Ignorant complètement Martin, il lui demanda comment elle s'appelait, et si elle voulait partir pour s'éloigner de cet homme pour toujours. La fillette leva les yeux pour la première fois,
révélant d'énormes yeux sombres qui contrastaient avec son visage émacié, des yeux qui avaient vu trop de souffrance pour quelqu'une d'aussi jeune. D'une voix à peine audible, elle répondit que son nom était Espérance, et que oui, elle préférait partir avec n'importe qui plutôt que de continuer à vivre avec son père, qui la maltraitait constamment depuis que sa mère les avait abandonnés lorsqu'elle était très jeune. Les mots de la fillette firent régner un silence soudain sur la foule. Walter, sans quitter Espérance des yeux, sortit de sa poche une liasse de billets, probablement tout l'argent qu'il avait apporté pour ses courses en ville. Il la jeta aux pieds de Martin, disant que cela devrait suffire, qu'à partir de cet instant, la fillette partirait avec lui, et que s'il tentait de la reprendre ou de la déranger, il s'assurerait personnellement qu'il le regrette. Martin, surpris par l'intervention, mais beaucoup trop intéressé par l'argent, qui représentait plus d'alcool et de jeu, ramassa avidement les billets par terre, les compta rapidement, et avec un sourire tordu, dit que l'affaire était conclue. La fillette appartenait maintenant à Walter, et il pouvait faire ce qu'il voulait avec elle. Sans montrer l'ombre d'un remords, ni jeter un dernier regard à sa fille, Martine fit volte-face, trébucha légèrement, et se dirigea droit vers le bistrot, laissant Espérance derrière lui, comme quelqu'un qui abandonne un objet sans valeur. La fillette regarda le dos de son père s'éloigner sans un adieu. Et une seule larme roula sur sa joue sale. Non pas tant pour la perte d'un père qui n'avait jamais agi comme tel, mais pour la confirmation finale que pour lui, elle ne signifiait absolument rien. Walter, contenant la rage qu'il ressentait envers cet homme méprisable, s'agenouilla pour être au niveau d'Espérance, et demanda si elle avait quelque chose qu'elle voulait récupérer avant de partir avec lui. La fillette secoua la tête, expliquant à voix basse qu'elle ne possédait rien d'autre que les vêtements qu'elle portait. Cette réponse envoya un autre pincement de douleur à travers le cœur du vieil homme. Il plaça doucement sa main sur l'épaule d'Espérance, l'assurant que tout irait bien à partir de maintenant. Avec une dignité naturelle qui impressionna toutes les personnes présentes, Walter retira sa propre veste et enveloppa la fillette dedans, la protégeant non seulement de la fraîcheur du soir, qui commençait à s'installer, mais aussi des regards curieux des gens de la ville. Il la prit par la main, et ensemble, ils marchèrent vers l'endroit où son cheval était attaché. Avec précaution, comme s'il manipulait quelque chose d'extrêmement fragile, il souleva Espérance, et la plaça sur la selle avant de monter lui-même, l'installant devant lui, pour s'assurer qu'elle ne tomberait pas pendant le trajet de retour au mas. Alors qu'il s'éloignait de la place sous les regards étonnés des habitants, Walter se demanda ce qu'il venait de faire, et comment il allait s'occuper d'un enfant à son âge, et après tant d'années de solitude. Mais quelque chose en lui disait que pour la première fois depuis longtemps, il avait pris la bonne décision. Le voyage jusqu'au mas se déroula dans un silence à peine brisé par le bruit des sabots du cheval sur la terre sèche, et le chant occasionnel d'un oiseau retournant à son nid au crépuscule. Walter pouvait sentir la tension dans le petit corps d'Espérance, rigide contre sa poitrine, et le léger tremblement qui la parcourait de temps en temps. Il ne savait pas quoi dire pour la calmer. Les mots de réconfort étaient une langue qu'il avait oubliée, après des années de conversation limitées aux ordres, pour les quelques ouvriers de son mas et de brefs échanges lors de ses visites sporadiques en ville. Finalement, il choisit de lui parler du mas où il vivrait, décrivant les champs de lavande, les arbres fruitiers, les chevaux, et les quelques vaches qu'il possédait, le petit ruisseau qui traversait la propriété où elle pourrait se rafraîchir les jours de chaleur. Il parla également de Madame Marie, une dame plus âgée de la ville qui venait 3 fois par semaine pour cuisiner et nettoyer, et de Lucas, le jeune homme qui l'aidait avec les tâches plus lourdes au mât. Petit à petit, il sentit la fillette se détendre légèrement contre lui, visualisant peu, être l'endroit qui serait sa nouvelle maison, ou simplement épuisé par les émotions de la journée. Lorsqu'ils arrivèrent au mas, alors que le soleil s'était déjà couché, laissant place à un ciel étoilé, Walter descendit le premier, puis aida Espérance à descendre. La maison principale n'était pas luxueuse, mais elle était spacieuse et solide. Construite par le père de Walter il y a plus de 80 ans, et entretenue avec le soin de celui qui respecte l'héritage familial. Les fenêtres, éclairées par des lampes, projetaient une lueur chaude qui contrastait avec l'obscurité de la nuit.
Lucas sortit en entendant son employeur arriver, visiblement surpris de voir l'enfant l'accompagner. Walter lui demanda de s'occuper du cheval et de préparer quelque chose à manger pendant qu'il montrait la maison à Espérance. Le jeune homme hocha la tête sans poser de questions, bien que son expression révélât une curiosité qu'il partagerait sûrement avec Madame Marie dès qu'il en aurait l'occasion. Une fois à l'intérieur, Walter guida la fillette à travers les pièces principales, lui montrant le salon avec ses meubles anciens mais bien conservés, la salle à manger, où une longue table en bois pouvait accueillir beaucoup plus d'invités qu'il n'y en avait eu ces dernières années. La cuisine, où Lucas s'affairait déjà à préparer quelque chose de simple pour le dîner. Finalement, Walter emmena Espérance dans une chambre à l'étage, qui avait autrefois été utilisée par des parents en visite, mais était inoccupée depuis des années. Elle sentait légèrement le cèdre et les sachets d'herbes aromatiques que Madame Marie plaçait dans les armoires. Mais elle était propre, et le lit avait l'air confortable avec ses draps blancs. Il expliqua à la fillette que ce serait sa chambre à partir de maintenant, et que demain Madame Marie l'aiderait à se procurer de nouveaux vêtements et tout ce dont elle aurait besoin pour s'installer. Pendant qu'il parlait, il remarqua qu'Espérance regardait la pièce avec une expression d'étonnement, comme si elle ne pouvait pas croire que tout cet espace était pour elle seule. Lorsqu'elle eut enfin le courage de parler, ces mots confirmèrent les craintes de Walter concernant la vie qu'elle avait menée jusqu'alors. Elle demanda ce qu'elle devait faire maintenant. Si elle devait nettoyer la maison ou aider à la cuisine, mentionnant que son père lui disait toujours qu'elle devait mériter sa nourriture en travaillant. La question, posée avec le naturel de quelqu'un qui a assumé que sa valeur réside uniquement dans sa capacité à servir, obligea Walter à faire un effort pour contrôler son émotion. D'une voix plus douce qu'il ne l'avait utilisée depuis des années, Walter s'agenouilla à nouveau, essayant de rencontrer ses yeux baissés. Il expliqua qu'il n'avait pas acheté une servante, mais qu'il avait vu une enfant qui avait besoin d'être sauvée. Dans cette maison, dit-il lentement, choisissant ses mots avec soin, ton travail n'est pas de travailler. Ton travail est d'être une enfant, d'apprendre, de jouer, et de te sentir en sécurité. Rien de plus n'est attendu de toi. Espérance le regarda, ses yeux sombres et larges avec une suspicion profonde et enracinée. Ces mots étaient une langue qu'elle n'avait jamais entendue, une promesse trop belle pour être vraie. Dans son monde, chaque morceau de pain avait un prix. Chaque abri avait une condition. Elle fit un petit hochement de tête, presque imperceptible, non pas de compréhension, mais de conformité lasse, attendant que l'autre chaussure tombe, que le vrai prix de cette gentillesse se révèle. Il lui dit qu'elle pouvait considérer cela comme sa propre maison, qu'elle pouvait se déplacer librement dans la maison et les terrains voisins, bien qu'il lui conseillât de ne pas s'éloigner trop tant qu'elle ne connaissait pas bien les environs. Espérance écouta tout cela les yeux écarquillés, comme si les mots de Walter étaient incompréhensibles dans le contexte de sa courte mais dure expérience de vie. Finalement, lorsque l'homme eut fini de parler, la fillette hocha simplement la tête. Bien qu'il fût clair qu'il faudrait du temps avant qu'elle ne croie et n'assimile vraiment ce qu'elle venait d'entendre. Walter, reconnaissant qu'Espérance aurait besoin de temps pour s'adapter et faire confiance, lui dit qu'il devrait descendre dîner, puis qu'elle pourrait prendre un bain et se reposer. La journée avait été très longue pour eux deux, et ils pourraient continuer à parler demain. La fillette le suivit silencieusement dans les escaliers jusqu'à la salle à manger, où Lucas avait servi un repas simple mais copieux de soupe aux légumes, de biscuits faits maison et de fromage. Pendant le dîner, Espérance mangea avec un appétit qui révélait à quel point elle avait dû manger peu et mal. Walter l'observait discrètement, percevant dans ses gestes mesurés, dans la façon dont elle était assise ne prenant presque pas de place sur la chaise, dans la façon dont elle regardait constamment autour d'elle, comme si elle évaluait des itinéraires d'évasion, les séquelles d'années d'abus. Chaque découverte sur la vie antérieure de la fillette renforçait sa détermination à lui offrir un avenir différent, même s'il n'avait aucune idée de comment être quelque chose qui ressemblait de loin à un père ou à un grand-père. Après le dîner, Lucas, qui était resté discrètement en retrait, prit congé pour rentrer chez lui en ville.
Mais non sans échanger un regard significatif avec Walter, qui promettait une conversation en suspens. Une fois seul, Walter montra à Espérance où se trouvait la salle de bain, et comment fonctionnait l'ancienne baignoire avec de l'eau qui devait être chauffée. Il lui laissa des serviettes propres, et l'une de ses propres chemises, qu'elle pourrait utiliser comme chemise de nuit, jusqu'à ce qu'ils aient des vêtements appropriés pour elle, promettant qu'il s'en occuperait le jour même. Pendant que la fillette se baignait, Walter s'assit sur le porche de la maison, contemplant le ciel étoilé, et se demandant si Clara, où qu'elle soit, approuverait ce qu'il venait de faire, et si elle lui donnerait la force de ne pas décevoir cette fillette, qui avait déjà tant souffert. Plus tard cette nuit-là, après s'être assuré qu'Espérance était confortablement installée dans sa nouvelle chambre, Walter se retira dans la sienne, l'esprit plein de pensées contradictoires. À 72 ans, alors qu'il pensait que le reste de sa vie se déroulerait dans la même routine solitaire, jusqu'à son dernier jour, il se retrouvait soudainement responsable d'une enfant traumatisée. Il n'avait aucune expérience en tant que père, car lui et Clara n'avaient jamais pu avoir d'enfant malgré leurs désirs profonds, et il craignait de ne pas être à la hauteur de ce dont Espérance avait besoin. Cependant, il ressentait également une résolution qu'il n'avait pas éprouvée depuis des années, un but clair qui lui donnait une nouvelle énergie. Alors qu'il se préparait à se coucher, il entendit un léger bruit dans le couloir. Ouvrant la porte, il trouva Espérance debout devant sa chambre, la chemise qu'il lui avait prêtée lui arrivant presque aux chevilles. La fillette semblait hésitante, comme si elle avait rassemblé tout son courage pour s'approcher, mais ne savait plus quoi dire. Walter lui demanda si elle avait besoin de quelque chose, et elle, après un moment d'hésitation, le remercia simplement de l'avoir emmenée avec lui, pour la nourriture, pour la chambre, pour tout. Ce furent les premières paroles qu'elle prononça de sa propre initiative depuis leur arrivée au mas. Eh bien, qu'elles aient été prononcées presque dans un murmure. Pour Walter, elles résonnèrent avec la force d'une promesse. La promesse que peut être, juste peut être, ils pourraient guérir ensemble. Les semaines qui suivirent furent une leçon de patience. Il y avait des jours de silence profond, où Espérance se repliait sur elle-même, un fantôme dans la grande maison, et Walter continuait simplement ses tâches, s'assurant qu'elle savait toujours où il se trouvait, une présence stable et discrète. Il apprit à mesurer les progrès non pas en paroles, mais en petites victoires. La première fois qu'elle ne sursauta pas lorsqu'il entra dans une pièce, l'après-midi où elle caressa timidement le nez d'Éclair, la soirée où elle resta sur le porche pendant 5 minutes complètes, après le dîner au lieu de se retirer immédiatement dans sa chambre. Chaque petit pas était un témoignage de sa persistance tranquille et de son courage naissant. Deux âmes solitaires apprenant un nouveau rythme, non pas de grands gestes, mais du travail lent et constant de la construction de la confiance à partir des ruines. Les premiers rayons de soleil filtraient à travers les rideaux de la chambre lorsqu'Espérance ouvrit les yeux, momentanément désorientée par les environs inconnus. Le lit était si grand et confortable que pendant la nuit, elle avait dormi dans un petit coin, comme si son corps était habitué à prendre le moins de place possible. Elle resta immobile pendant plusieurs minutes, écoutant les sons du matin, le chant des coqs au loin, le doux murmure du vent dans les arbres entourant le mas, et parfois des pas indiquant que quelqu'un était déjà réveillé et se déplaçait dans la maison. Lentement, les souvenirs de la veille revinrent à son esprit. L'humiliation sur la place, l'intervention inattendue de cet homme à l'air sévère mais gentil, le départ de son père sans un seul mot d'adieu, et finalement l'arrivée dans cette maison qui semblait être tirée des contes de fées que sa mère lui racontait avant de les quitter. Chaque souvenir apportait un mélange confus, d'émotions qu'Espérance ne savait pas comment gérer. La tristesse du rejet final de son père se mêlait au soulagement d'avoir échappé aux coups et aux humiliations constants, et tout cela se combinait à la peur de l'inconnu, de ce à quoi s'attendre de sa nouvelle situation. Avec prudence, Espérance sortit du lit et alla à la fenêtre, tirant légèrement le rideau pour regarder dehors. De là, elle pouvait voir une partie des terrains du mas. Des champs cultivés s'étendant à perte de vue. Un corral avec quelques chevaux, des arbres fruitiers, dont les branches se balançaient doucement dans la brise matinale.
dont les branches, c'était une scène si différente de la petite pièce délabrée qu'elle partageait avec son père à la périphérie de la ville, que pendant un instant, elle se sentit être tombée dans un rêve dont elle se réveillerait bientôt. Ses réflexions furent interrompues par un léger coup frappé à la porte. Avant qu'elle ne puisse répondre, elle entendit une voix de femme demander si elle pouvait entrer. Espérance se précipita pour s'asseoir au bord du lit, lissant nerveusement la chemise qu'elle portait comme chemise de nuit, et répondant affirmativement d'une voix à peine audible. La porte s'ouvrit pour révéler une femme d'environ 60 ans, petite et trapue, aux cheveux gris tirés en un chignon serré, et à l'expression qui combinait curiosité et gentillesse. Elle se présenta comme Madame Marie, expliquant qu'elle venait 3 fois par semaine pour s'occuper de la maison, et que Walter lui avait parlé de son arrivée. Elle apporta avec elle des vêtements simples mais propres qui, expliqua-t-elle, appartenaient à sa petite fille, un peu plus âgée qu'Espérance, mais qui pourrait lui aller en attendant qu'il puisse acheter des vêtements à sa taille. Pendant que Madame Marie aidait Espérance à s'habiller et lui peignait doucement ses longs cheveux noirs emmêlés après des mois de négligence, elle lui parla de la routine du mas et de Walter. Elle dit que le patron était un homme bon, mais marqué par la tristesse depuis la mort de sa femme Clara, il y a 15 ans. Il était devenu de plus en plus solitaire et réservé, se consacrant uniquement à maintenir le mas en activité sans vraiment profiter de la vie. Sur un ton confidentiel, comme si elle partageait un secret, Madame Marie dit à Espérance qu'elle était surprise par ce que Walter avait fait, qu'elle ne s'y serait jamais attendue de sa part, mais que c'était être un signe qu'il était enfin en train de guérir. Pendant qu'elle parlait, la femme observait attentivement les réactions de la fillette, remarquant les marques d'ancienne ecchymose partiellement visibles sur ses bras minces, et la façon dont elle se tendait instinctivement à tout mouvement brusque. Sans faire de commentaires directs sur ses observations, comprenant sans avoir besoin d'explication le genre de vie que la fillette avait dû mener jusqu'alors. Une fois habillée, Espérance accompagna Madame Marie à la cuisine où Walter était déjà assis à table, buvant du café. En voyant la fillette entrer, l'homme se leva avec une certaine maladresse, comme s'il n'était pas sûr du protocole à suivre dans cette nouvelle situation. Il lui souhaita un bonjour et lui fit signe de s'asseoir, tandis que Madame Marie servait un copieux petit déjeuner composé de galettes faites maison et de lait frais. Pendant le repas, Walter expliqua à Espérance qu'ils iraient en ville aujourd'hui pour acheter tout ce dont elle avait besoin: vêtements, chaussures, articles personnels. Remarquant la tension immédiate sur le visage de la fillette à la mention de la ville, il ajouta rapidement qu'ils iraient à Clairières, une ville plus grande à 2 heures de route, où personne ne les connaissait, et où il n'aurait pas à donner d'explications. Il lui dit également qu'il pensait trouver un tuteur qui pourrait venir au mas pour lui apprendre à lire et à écrire, si elle ne savait pas comment, et pour qu'elle continue son éducation. Espérance, qui avait mangé la tête baissée et répondu par des monosyllabes, leva les yeux avec un éclair d'intérêt, en entendant parler d'apprendre à lire. D'une voix timide, elle confessa que sa mère lui avait appris l'alphabet et quelques mots simples avant de partir, mais que depuis lors, elle n'avait pas eu l'occasion d'apprendre davantage. Après le petit déjeuner, pendant qu'ils attendaient que Lucas prépare le camionnette pour le voyage à Clairières, Walter montra à Espérance les environs immédiats de la maison. Il lui montra le jardin où Madame Marie cultivait des herbes et des légumes, l'écurie avec les chevaux, parmi lesquels se distinguait Éclair, le cheval noir qu'ils avaient monté la veille, et enfin le petit cimetière familial où étaient enterrés les parents de Walter et sa femme Clara. Devant la simple pierre tombale en marbre qui marquait la tombe de cette dernière, Walter fit une pause en silence pendant quelques instants. Espérance, sentant que c'était un endroit spécial pour lui, se tint tranquillement à ses côtés, respectant sa solennité. Finalement, Walter parla sans la regarder, comme s'il partageait ses pensées à voix haute, plutôt que d'avoir une conversation. Il lui dit que Clara avait été l'amour de sa vie, qu'ils s'étaient rencontrés dans leur vingtaine, et avaient partagé 30 ans ensemble, avant qu'une maladie soudaine ne l'emporte.
Il parla de la façon dont ils avaient voulu avoir des enfants, mais n'avaient jamais pu. Et comment, après sa mort, le mas, qui était autrefois plein de rires et de visiteurs, était devenu un endroit silencieux, où il existait simplement jour après jour sans vraiment vivre. Pendant qu'il parlait, Espérance remarqua à quel point la voix de Walter se brisait légèrement en se souvenant de sa vie passée. Dans un geste instinctif qui les surprit tous deux, la fillette tendit sa petite main et prit celle de l'homme qu'elle ne connaissait que depuis un jour, mais qui lui avait déjà montré plus de gentillesse que son propre père pendant toute sa vie. Le voyage vers Clairières se déroula dans un silence confortable, occasionnellement interrompu par les commentaires de Walter sur les lieux qu'il traversait, ou des questions prudentes à Espérance sur ses goûts et préférences. La fillette, habituée à ce que personne ne s'intéresse à ses opinions, ou quel genre de nourriture elle aimait. En arrivant dans la ville plus grande et animée, Walter les mena d'abord dans un magasin de vêtements, où une vendeuse amicale les aida à choisir plusieurs robes simples mais jolies, des sous-vêtements, un manteau pour les nuits froides, et des chaussures pour remplacer les vieilles sandales usées qu'elle portait. À chaque choix, Walter insistait pour consulter l'opinion d'Espérance, l'encourageant à exprimer ses préférences, bien qu'au début, elle sembla déconcertée de devoir prendre des décisions. Ensuite, ils visitèrent une librairie où il lui acheta des livres d'histoires illustrées et des cahiers pour le début de ses leçons. Finalement, ils déjeunèrent dans un petit restaurant où, pour la première fois, Walter vit Espérance sourire timidement en goûtant une part de tarte aux pommes qu'il avait servie pour le dessert. Ce petit sourire timide est la première fissure de lumière dans un monde qui a été sombre pendant si longtemps. C'est un signe fragile que la fillette que Walter a vue sur la place de la ville est toujours là. Et pour Walter, c'est une confirmation tranquille qu'il a fait le bon choix. Sur le chemin du retour au mas, la camionnette chargée de paquets, Espérance regarda le paysage avec des yeux différents de la veille. La peur initiale cédait progressivement la place à un espoir prudent. Elle ne comprenait pas pourquoi cet homme était si bon avec elle, et une partie de son esprit, conditionnée par des années de déception, s'attendait à ce que l'illusion se brise à tout moment et que la véritable raison derrière sa générosité apparente émerge. Cependant, une autre partie d'elle, peut être l'enfant qu'elle avait été avant que la vie ne la durcisse, voulait croire que juste peu, sa chance avait changé. Walter, de son côté, observait discrètement la fillette, remarquant comment elle alternait entre des moments de détente relative et des épisodes de tension, au cours desquels tout son corps semblait se ratatiner comme si elle attendait un coup. Chacun de ces gestes renforçait sa détermination à lui offrir un foyer sûr, même s'il n'avait aucune idée de comment être quelque chose qui ressemblait à un père pour elle. Cette nuit-là, après qu'Espérance se soit retirée dans sa chambre avec ses nouvelles affaires, Walter resta sur le porche de la maison, fumant une cigarette et contemplant les étoiles. Le silence de la nuit, qui pendant tant d'années avait été son unique compagnon, semblait maintenant différent, sachant que quelqu'un d'autre était sous son toit. Ses pensées furent interrompues par un bruit presque imperceptible. Se retournant, il vit Espérance à la porte, vêtue de l'une de ses nouvelles chemises de nuit, le regardant avec un mélange de timidité et de détermination. Elle demanda si elle pouvait le rejoindre un moment, et à son hochement de tête, elle s'assit sur une chaise voisine, serrant ses genoux. Pendant plusieurs minutes, ils restèrent ainsi dans un silence qui n'était étonnamment pas inconfortable. Finalement, Espérance rassembla le courage de demander quelque chose qui était clairement dans son esprit. Pourquoi l'avait-il vraiment acheté? Qu'attendait-il d'elle? La question, posée avec la sincérité directe de l'enfance, mais chargée du poids d'une méfiance apprise par la déception, laissa Walter momentanément sans voix. Il comprit que sa réponse pourrait être cruciale pour établir les bases de leur future relation, et pour la première fois depuis de nombreuses années, il se permit d'ouvrir complètement son cœur. D'une voix calme mais émotive, Walter expliqua qu'il ne l'avait pas achetée, mais sauvée d'une situation injuste. Il n'attendait rien d'elle, sauf qu'elle soit une enfant, qu'elle grandisse en bonne santé et heureuse. Il lui dit que depuis la mort de Clara, il vivait comme une ombre, ses jours passant sans but ni joie. La voir là, sur la place,
si vulnérable et pourtant si digne, avait réveillé quelque chose en lui qu'il pensait mort depuis longtemps. La capacité d'être indigné, de se soucier de quelqu'un d'autre que lui-même. D'agir au lieu de simplement regarder la vie passer. Il dit que il avait été égoïste en l'emmenant avec lui, que il aurait été préférable de trouver une jeune famille qui pourrait lui offrir des parents pendant de nombreuses années, mais que si elle lui donnait la chance, il essaierait d'être le foyer qu'elle méritait pendant le temps qu'il lui restait. Pendant qu'il parlait, Walter remarqua comment les yeux d'Espérance se remplissaient de larmes qu'elle s'efforçait de retenir, comme si elle avait appris que pleurer ne faisait qu'empirer les choses. Avec une douceur infinie, il tendit sa main vers elle, la laissant à mi-chemin, offrant un contact sans l'imposer. Après un moment d'hésitation, Espérance plaça sa petite main dans la sienne, établissant un pont fragile mais prometteur entre deux âmes blessées qui commençaient à se reconnaître. Le lendemain matin, alors que le ciel commençait à peine à s'éclaircir, Walter fut tiré de son sommeil par un bruit. Quittant sa chambre, il fut étonné de trouver Espérance à genoux sur le sol du couloir, en train de frotter les planches de bois avec une brosse et un seau d'eau. Elle portait l'une de ses nouvelles robes, maintenant trempée, et son visage montrait une concentration absolue sur la tâche. Remarquant sa présence, la fillette sursauta rapidement, comme si elle avait été surprise en train de faire quelque chose de mal. D'une voix tremblante, elle expliqua qu'elle voulait le remercier pour tout ce qu'il avait fait pour elle, qu'elle voulait lui montrer qu'elle était utile et méritait de rester. Elle s'était levée à 4 heures du matin, nettoyant d'abord la cuisine, puis le couloir, prévoyant de continuer avec le reste de la maison, avant que tout le monde ne se réveille. Walter sentit son cœur se serrer à cette révélation. Doucement, il lui prit la brosse des mains, et l'amena à la cuisine où il l'assit à la table pendant qu'il préparait du chocolat chaud pour eux deux, quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis que Clara était en vie. Pendant qu'il le préparait, il lui expliqua à nouveau qu'elle n'avait pas besoin de mériter sa place dans la maison, qu'elle n'était pas une servante, mais une enfant qui méritait de jouer, d'apprendre et simplement d'être. Il lui dit qu'il comprenait que les vieilles habitudes et les peurs ne disparaîtraient pas du jour au lendemain, mais qu'avec le temps, il espérait qu'elle comprendrait que sa maison était maintenant la sienne aussi, sans condition. 3 semaines s'étaient écoulées depuis l'arrivée d'Espérance au mas, et une nouvelle routine commençait à s'installer dans la vie de ses habitants. Chaque matin, la fillette prenait le petit déjeuner avec Walter, pendant qu'il lui racontait des histoires sur la région, ou lui expliquait le fonctionnement des différentes activités du mas. Ensuite, lorsqu'il sortait pour superviser les champs, Espérance passait du temps avec Madame Marie, qui lui enseignait patiemment les tâches ménagères de base, non pas comme des obligations, mais comme des compétences de vie utiles. Les après-midi, depuis la semaine dernière, Mademoiselle Mélanie, une jeune enseignante de la ville voisine que Walter avait engagée, venait donner des leçons à Espérance. La fillette montrait un désir surprenant d'apprendre, absorbant les leçons avec une intensité qui impressionnait son enseignante. C'était comme si elle essayait de rattraper toutes les années perdues, toutes les opportunités qui lui avaient été refusées. Et le soir, c'était devenu une coutume pour Walter et Espérance de partager un moment sur le porche, parfois en parlant de ce que la fillette avait appris ce jour-là, d'autres fois en contemplant simplement les étoiles, dans un silence complice. Les changements chez Espérance étaient subtils mais visibles. Elle ne sursautait plus à chaque bruit inattendu. Elle commençait à sourire plus souvent, et bien qu'elle fût toujours réservée, elle ne semblait plus craindre d'exprimer ses opinions lorsqu'on lui demandait. Ce dimanche après-midi-là, Walter et Espérance revenaient d'une promenade à cheval le long des limites de la propriété. C'était la première fois que la fillette montait seule sur une jument douce, spécialement choisie pour elle, et son visage rayonnait de l'excitation de cette petite victoire. Alors qu'ils approchaient de la maison, cependant, l'expression de Walter changea brusquement. Un homme étrange était assis sur les marches du porche, buvant directement à une bouteille. Même avant de distinguer ses traits, quelque chose dans la posture du visiteur, dans la façon dont il occupait l'espace comme s'il en était le propriétaire, rendit Espérance visiblement tendue sur son cheval. Walter, sentant sa réaction, lui demanda à voix basse d'aller directement à l'écurie
avec les 2 chevaux et 10 griquets restés jusqu'à ce qu'il l'appelle. La fillette hocha la tête, son regard soudain vide, comme si toute la joie accumulée pendant la journée s'était évaporée en un instant, et elle tourna sa jument vers l'écurie sans regarder en arrière. Walter continua seul vers la maison, son visage se transformant en un masque impénétrable qui cachait la fureur croissante qu'il ressentait en reconnaissant le visiteur, Martin, le père d'Espérance. En voyant Walter approcher, Martine se leva, trébuchant légèrement, révélant qu'il buvait depuis un certain temps. Avec un sourire tordu qui n'atteignait pas ses yeux injectés de sang, il salua le propriétaire comme s'ils étaient de vieilles connaissances, comme s'il n'avait pas vendu sa propre fille des semaines auparavant. Sans préambule, Martine alla droit au but. Il avait entendu en ville que Walter était un homme riche sans héritier. Et il était venu négocier. Il savait que la fillette ne valait pas ce qu'il avait été payé pour elle. Mais s'il la voulait tant que ça, il était prêt à signer des papiers, renonçant définitivement à ses droits parentaux, pour une somme considérable. Pendant qu'il parlait, son regard calculateur parcourait la propriété, évaluant chaque détail comme quelqu'un qui estime une marchandise. Walter écouta sans interrompre, chaque mot augmentant le mépris qu'il ressentait pour cet homme qui parlait de sa fille comme d'un objet dont on peut disposer à volonté. Lorsque Martine s'arrêta finalement, attendant une réponse, Walter demanda d'une voix faussement calme s'il croyait vraiment qu'après avoir abandonné et maltraité sa fille pendant des années, après avoir essayé de la vendre comme du bétail, il avait le moindre droit de réclamer quoi que ce soit, ou de se présenter sur sa propriété. La fausse cordialité de Martin s'évapora instantanément, remplacée par une expression menaçante. D'une voix pâteuse à cause de l'alcool mais pleine de venin, il avertit Walter de ne pas le sous-estimer, qu'il était le père légal de la fillette, et s'il voulait des ennuis, il pouvait lui en causer. Il insinua qu'il serait dommage que des rumeurs commencent à circuler sur les raisons pour lesquelles un vieil homme solitaire voudrait acheter une fillette, ou si les autorités commençaient à poser des questions embarrassantes sur la situation. Walter, qui avait vécu assez longtemps pour reconnaître un maître chanteur quand il en voyait un, garda son sang-froid, même si son sang bouillonnait à l'intérieur à cause des insinuations. Avec le même calme apparent, il répondit qu'il était libre d'essayer tout ce qu'il voulait, mais qu'il devait savoir qu'il avait aussi des relations, qu'il connaissait des juges et des fonctionnaires, qui seraient très intéressés d'entendre comment un père avait essayé de vendre sa propre fille, un crime qui pouvait l'envoyer en prison pour de nombreuses années. Il suggéra qu'il réfléchisse bien aux conséquences avant de commencer une guerre qu'il ne pouvait pas gagner. Pendant qu'il parlait, Walter fit un pas en avant. Sa silhouette haute et toujours imposante malgré son âge, projetait une autorité naturelle, qui contrastait avec l'apparence détériorée de Martin. La confrontation dura encore plusieurs minutes, Martine alternant entre des menaces à peine voilées et des tentatives pathétiques de faire appel à une prétendue préoccupation paternelle qu'il n'avait jamais montrée. Finalement, voyant que ces tactiques ne fonctionnaient pas et que Walter ne céderait pas au chantage, Martin cracha par terre avec mépris, jurant que ce n'était pas fini, et qu'il reviendrait quand il s'y attendait le moins. Il s'éloigna en titubant sur le chemin qui menait à la ville, jetant un dernier regard haineux aux masses. La menace immédiate était écartée, mais ses paroles de départ laissèrent un frisson dans l'air. Walter savait qu'un homme comme Martin, motivé par l'avidité et l'amertume, n'abandonnerait pas si facilement. Walter resta immobile jusqu'à ce que la silhouette de Martine disparaisse au loin. Ce n'est qu'alors qu'il permit à son corps de libérer la tension accumulée. Ses pensées s'envolèrent immédiatement vers Espérance. Avait-elle vu son père? Avait-elle entendu une partie de la conversation? À pas rapide, il se dirigea vers l'écurie, inquiet de l'effet que cette rencontre pourrait avoir sur les progrès fragiles que la fillette avait réalisés au cours de ces semaines. En entrant dans l'écurie, l'odeur du foin et des chevaux ne pouvait masquer le froid palpable de la peur. Il la trouva recroquevillée dans le coin le plus sombre, petite et silencieuse, serrant ses genoux contre sa poitrine si fort que ses jointures étaient blanches. C'était plus qu'une posture défensive, c'était une tentative désespérée de se faire disparaître. Son regard était fixé sur rien,
son corps complètement immobile, à l'exception d'un tremblement fin et incontrôlable. Elle s'était retirée dans un endroit profond en elle-même, où personne ne pouvait l'atteindre. Une prison construite par des années de terreur. Walter, de son côté, observait discrètement la fillette, remarquant comment elle alternait entre des moments de détente relative et des épisodes de tension, au cours desquels tout son corps semblait se ratatiner, comme si elle attendait un coup. Chacun de ces gestes renforçait sa détermination à lui offrir un foyer sûr, même s'il n'avait aucune idée de comment être quelque chose qui ressemblait à un père pour elle. Cette nuit-là, après qu'Espérance se soit retirée dans sa chambre avec ses nouvelles affaires, Walter resta sur le porche de la maison, fumant une cigarette et contemplant les étoiles. Le silence de la nuit, qui pendant tant d'années avait été son unique compagnon, semblait maintenant différent, sachant que quelqu'un d'autre était sous son toit. Ses pensées furent interrompues par un bruit presque imperceptible. Se retournant, il vit Espérance à la porte, vêtue de l'une de ses nouvelles chemises de nuit, le regardant avec un mélange de timidité et de détermination. Elle demanda si elle pouvait le rejoindre un moment. Et à son hochement de tête, elle s'assit sur une chaise voisine, serrant ses genoux. Pendant plusieurs minutes, ils restèrent ainsi dans un silence qui n'était étonnamment pas inconfortable. Finalement, Espérance rassembla le courage de demander quelque chose qui était clairement dans son esprit. Qu'attendait-il d'elle? La question, posée avec la sincérité directe de l'enfance, mais chargée du poids d'une méfiance apprise par la déception, laissa Walter momentanément sans voix. Il comprit que sa réponse pourrait être cruciale pour établir les bases de leur future relation. Et pour la première fois depuis de nombreuses années, il se permit d'ouvrir complètement son cœur. D'une voix calme mais émotive, Walter expliqua qu'il ne l'avait pas achetée, mais sauvée d'une situation injuste. Il n'attendait rien d'elle, sauf qu'elle soit une enfant, qu'elle grandisse en bonne santé et heureuse. Il lui dit que depuis la mort de Clara, il vivait comme une ombre, ses jours passant sans but ni joie. La voir là, sur la place, si vulnérable et pourtant si digne, avait réveillé quelque chose en lui qu'il pensait mort depuis longtemps. La capacité d'être indigné, de se soucier de quelqu'un d'autre que lui-même, d'agir au lieu de simplement regarder la vie passer. Il dit que il avait été égoïste en l'amenant avec lui, que il aurait été préférable de trouver une jeune famille qui pourrait lui offrir des parents pendant de nombreuses années, mais que si elle lui donnait la chance, il essaierait d'être le foyer qu'elle méritait pendant le temps qu'il lui restait. Pendant qu'il parlait, Walter remarqua comment les yeux d'Espérance se remplissaient de larmes qu'elle s'efforçait de retenir. Comme si elle avait appris que pleurer ne faisait qu'empirer les choses. Avec une douceur infinie, il tendit sa main vers elle, la laissant à mi-chemin, offrant un contact sans l'imposer. Après un moment d'hésitation, Espérance plaça sa petite main dans la sienne, établissant un pont fragile mais prometteur entre deux âmes blessées qui commençaient à se reconnaître. Le lendemain matin, alors que le ciel commençait à peine à s'éclaircir, Walter fut tiré de son sommeil par un bruit. Quittant sa chambre, il fut étonné de trouver Espérance à genoux sur le sol du couloir, en train de frotter les planches de bois avec une brosse et un seau d'eau. Elle portait l'une de ses nouvelles robes, maintenant trempée, et son visage montrait une concentration absolue sur la tâche. Remarquant sa présence, la fillette sursauta rapidement, comme si elle avait été surprise en train de faire quelque chose de mal. D'une voix tremblante, elle expliqua qu'elle voulait le remercier pour tout ce qu'il avait fait pour elle, qu'elle voulait lui montrer qu'elle était utile et méritait de rester. Elle s'était levée à 4 heures du matin, nettoyant d'abord la cuisine, puis le couloir, prévoyant de continuer avec le reste de la maison, avant que tout le monde ne se réveille. Walter sentit son cœur se serrer à cette révélation. Doucement, il lui prit la brosse des mains et l'emmena à la cuisine, où il l'assit à la table pendant qu'il préparait du chocolat chaud pour eux deux, quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis que Clara était en vie. Pendant qu'il le préparait,
Il lui expliqua à nouveau qu'elle n'avait pas besoin de mériter sa place dans la maison. Qu'elle n'était pas une servante, mais une enfant qui méritait de jouer, d'apprendre, et simplement d'être. Il lui dit qu'il comprenait que les vieilles habitudes et les peurs ne disparaîtraient pas du jour au lendemain, mais qu'avec le temps, il espérait qu'elle comprendrait que sa maison était maintenant la sienne aussi, sans condition. 3 semaines s'étaient écoulées depuis l'arrivée d'Espérance au mas, et une nouvelle routine commençait à s'installer dans la vie de ses habitants. Chaque matin, la fillette prenait le petit déjeuner avec Walter pendant qu'il lui racontait des histoires sur la région ou lui expliquait le fonctionnement des différentes activités du mas. Ensuite, lorsqu'il sortait pour superviser les champs, Espérance passait du temps avec Madame Marie, qui lui enseignait patiemment les tâches ménagères de base, non pas comme des obligations, mais comme des compétences de vie utiles. Les après-midi, depuis la semaine dernière, Mademoiselle Mélanie, une jeune enseignante de la ville voisine que Walter avait engagée, venait donner des leçons à Espérance. La fillette montrait un désir surprenant d'apprendre. Absorbant les leçons avec une intensité qui impressionnait son enseignante. C'était comme si elle essayait de rattraper toutes les années perdues, toutes les opportunités qui lui avaient été refusées. Et le soir, c'était devenu une coutume pour Walter et Espérance de partager un moment sur le porche. Parfois en parlant de ce que la fillette avait appris ce jour-là, d'autres fois en contemplant simplement les étoiles dans un silence complice. Les changements chez Espérance étaient subtils mais visibles. Elle ne sursautait plus à chaque bruit inattendu. Elle commençait à sourire plus souvent. Et bien qu'elle fût toujours réservée, elle ne semblait plus craindre d'exprimer ses opinions lorsqu'on lui demandait. Ce dimanche après-midi-là, Walter et Espérance revenaient d'une promenade à cheval le long des limites de la propriété. C'était la première fois que la fillette montait seule sur une jument douce, spécialement choisie pour elle. Et son visage rayonnait de l'excitation de cette petite victoire. Alors qu'ils approchaient de la maison, cependant, l'expression de Walter changea brusquement. Un homme étrange était assis sur les marches du porche, buvant directement à une bouteille. Même avant de distinguer ses traits, quelque chose dans la posture du visiteur, dans la façon dont il occupait l'espace comme s'il en était le propriétaire, rendit Espérance visiblement tendue sur son cheval. Walter, sentant sa réaction, lui demanda à voix basse d'aller directement à l'écurie avec les 2 chevaux et d'y rester jusqu'à ce qu'il l'appelle. La fillette hocha la tête, son regard soudain vide, comme si toute la joie accumulée pendant la journée s'était évaporée en un instant, et elle tourna sa jument vers l'écurie sans regarder en arrière. Walter continua seul vers la maison, son visage se transformant en un masque impénétrable qui cachait la fureur croissante qu'il ressentait en reconnaissant le visiteur. Martin, le père d'Espérance. En voyant Walter approcher, Martine se leva, trébuchant légèrement, révélant qu'il buvait depuis un certain temps. Avec un sourire tordu qui n'atteignait pas ses yeux injectés de sang, il salua le propriétaire comme s'ils étaient de vieilles connaissances, comme s'il n'avait pas vendu sa propre fille des semaines auparavant. Sans préambule, Martine alla droit au but. Il avait entendu en ville que Walter était un homme riche sans héritier, et il était venu négocier. Il savait que la fillette ne valait pas ce qu'il avait été payé pour elle. Mais s'il la voulait tant que ça, il était prêt à signer des papiers, renonçant définitivement à ses droits parentaux, pour une somme considérable. Pendant qu'il parlait, son regard calculateur parcourait la propriété, évaluant chaque détail comme quelqu'un qui estime une marchandise. Walter écouta sans interrompre, chaque mot augmentant le mépris qu'il ressentait pour cet homme qui parlait de sa fille comme d'un objet dont on peut disposer à volonté. Lorsque Martin s'arrêta finalement, attendant une réponse, Walter demanda d'une voix faussement calme s'il croyait vraiment qu'après avoir abandonné et maltraité sa fille pendant des années, après avoir essayé de la vendre comme du bétail, il avait le moindre droit de réclamer quoi que ce soit ou de se présenter sur sa propriété. La fausse cordialité de Martin s'évapora instantanément, remplacée par une expression menaçante. D'une voix pâteuse à cause de l'alcool mais pleine de venin, il avertit Walter de ne pas le sous-estimer, qu'il était le père légal de la fillette, et s'il voulait des ennuis, il pouvait lui en causer. Il insinua qu'il serait dommage que des rumeurs commencent à circuler sur les raisons pour lesquelles un vieil homme solitaire
voudrait acheter une fillette, ou si les autorités commençaient à poser des questions embarrassantes sur la situation. Walter, qui avait vécu assez longtemps pour reconnaître un maître chanteur quand il en voyait un, garda son sang-froid, même si son sang bouillonnait à l'intérieur à cause des insinuations. Avec le même calme apparent, il répondit qu'il était libre d'essayer tout ce qu'il voulait, mais qu'il devait savoir qu'il avait aussi des relations, qu'il connaissait des juges et des fonctionnaires, qui seraient très intéressés d'entendre comment un père avait essayé de vendre sa propre fille, un crime qui pouvait l'envoyer en prison pour de nombreuses années. Il suggéra qu'il réfléchisse bien aux conséquences avant de commencer une guerre qu'il ne pouvait pas gagner. Pendant qu'il parlait, Walter fit un pas en avant. Sa silhouette haute et toujours imposante, malgré son âge, projetait une autorité naturelle qui contrastait avec l'apparence détériorée de Martin. La confrontation dura encore plusieurs minutes, Martin alternant entre des menaces à peine voilées et des tentatives pathétiques de faire appel à une prétendue préoccupation paternelle qu'il n'avait jamais montrée. Finalement, voyant que ces tactiques ne fonctionnaient pas et que Walter ne céderait pas au chantage, Martin cracha par terre avec mépris, jurant que ce n'était pas fini et qu'il reviendrait quand il s'y attendait le moins. Il s'éloigna en titubant sur le chemin qui menait à la ville, jetant un dernier regard haineux aux masses. La menace immédiate était écartée, mais ses paroles de départ laissèrent un frisson dans l'air. Walter savait qu'un homme comme Martin, motivé par l'avidité et l'amertume, n'abandonnerait pas si facilement. Walter resta immobile jusqu'à ce que la silhouette de Martin disparaisse au loin. Ce n'est qu'alors qu'il permit à son corps de libérer la tension accumulée. Ses pensées s'envolèrent immédiatement vers Espérance. Avait-elle vu son père? Avait-elle entendu une partie de la conversation? À pas rapide, il se dirigea vers l'écurie, inquiet de l'effet que cette rencontre pourrait avoir sur les progrès fragiles que la fillette avait réalisés au cours de ces semaines. En entrant dans l'écurie, l'odeur du foin et des chevaux ne pouvait masquer le froid palpable de la peur. Il la trouva recroquevillée dans le coin le plus sombre, petite et silencieuse, serrant ses genoux contre sa poitrine si fort que ses jointures étaient blanches. C'était plus qu'une posture défensive. C'était une tentative désespérée de se faire disparaître. Son regard était fixé sur rien, son corps complètement immobile, à l'exception d'un tremblement fin et incontrôlable. Elle s'était retirée dans un endroit profond en elle-même, où personne ne pouvait l'atteindre, une prison construite par des années de terreur. La voyant ainsi, tous les progrès des dernières semaines semblèrent être du sable glissant entre ses doigts. Ce n'était pas seulement de la tristesse qu'il ressentait, mais une rage froide et dure se solidifiant dans sa poitrine. Une rage dirigée contre l'homme qui avait fait cela, et une promesse à lui-même que cet enfant n'aurait plus jamais à se sentir ainsi. Avec des mouvements délibérément lents pour ne pas l'effrayer davantage, il s'approcha et s'assit sur une botte de foin voisine. Maintenant une distance prudente. D'une voix douce, il l'assura que son père était parti, qu'il ne le laisserait pas la reprendre, qu'elle était en sécurité. Pendant plusieurs minutes, ces paroles ne semblèrent pas pénétrer la barrière que Espérance avait construite autour d'elle-même, mais progressivement, la fillette commença à revenir au présent. Ses yeux se concentrèrent finalement sur le visage de Walter. Et d'une voix à peine audible, elle demanda si son père était venu la chercher, si elle devrait partir avec lui. La vulnérabilité dans sa voix, la peur nue dans ses yeux, éveillèrent une détermination féroce chez Walter. Il lui promit avec une conviction totale qu'il ne laisserait personne l'amener loin de lui si elle voulait rester, qu'il ferait tout ce qu'il faudrait pour la protéger. Cette nuit-là, après qu'Espérance se soit finalement endormie après des heures d'agitation, Walter s'assit à côté de son lit, veillant sur son sommeil, comme il l'avait fait pendant les premières nuits après son arrivée, lorsque les cauchemars la réveillaient en hurlant. La visite de Martin avait clairement indiqué qu'ils avaient besoin de plus que de bonnes intentions pour assurer la sécurité de la fillette. Avec la première lumière de l'aube, Walter prit une décision. Après le petit déjeuner, au cours duquel Espérance toucha à peine sa nourriture malgré ses tentatives pour la réconforter, il expliqua qu'il devait aller en ville pour parler à des personnes importantes, mais que Logan et Madame Marie s'occuperaient d'elle toute la journée. Il promit qu'il serait de retour avant la tombée de la nuit, et l'assura à nouveau qu'elle ne devait pas avoir peur, qu'il ne laisserait rien de mal lui arriver.
Espérance hocha la tête avec une expression grave, ses yeux toujours marqués par la rencontre de la veille. Mais Walter perçut en elle une confiance fragile mais réelle, en ses paroles. Un petit triomphe au milieu de la situation. Dans le bureau de maître Antoine Dupont, l'avocat le plus respecté de la région, et un vieil ami de la famille de Walter, Walter exposa la situation sans détour. Il lui raconta comment il avait trouvé Espérance, en train d'être vendue par son propre père. Comment il l'avait emmenée dans son mas pour la protéger, les progrès que la fillette avait faits au cours de ces semaines, et le retour menaçant de Martin. L'avocat écouta attentivement, posant des questions occasionnelles, mais n'interrompant pas le récit. Lorsque Walter eut terminé, l'avocat se pencha en arrière sur sa chaise, examinant attentivement l'affaire. Il expliqua que légalement, la situation était compliquée. D'une part, aucun tribunal n'approuverait la vente d'une mineure comme s'il s'agissait d'une propriété, donc techniquement, Martin était toujours le père légal d'Espérance. D'autre part, l'abandon et l'abus étaient des motifs suffisants pour que Martine perde la garde si des preuves étaient présentées. Walter, imperturbable, demanda quelles étaient leurs options. Prêt à faire tout ce qui était nécessaire pour assurer la sécurité et le bien-être de la fillette. Après une longue discussion sur les alternatives légales, ils arrivèrent à une stratégie. Maître Dupont préparerait 2 documents. Une plainte formelle pour abus sur mineur, qui ne serait déposée que si Martin tentait de réclamer Espérance, et une requête d'adoption légale que Walter pourrait initier avec le consentement de la fillette. Pour renforcer le dossier, il recueillerait des témoignages de voisins qui avaient été témoins des abus, des rapports médicaux sur l'état d'Espérance à son arrivée au MAS, et l'opinion professionnelle de l'enseignante sur son développement. L'avocat l'avertit que le processus pourrait être long et qu'il n'y avait aucune garantie absolue, mais qu'avec sa position respectée dans la communauté et les signes évidents d'amélioration dans la vie de la fillette, ils avaient de bonnes chances de succès. Avant de prendre congé, Maître Dupont, qui connaissait Walter depuis toujours et avait été témoin de son déclin après la mort de Clara, commenta sincèrement qu'il le trouvait différent, qu'il semblait avoir retrouvé un but, qu'il pensait perdu à jamais. Walter, habituellement réservé avec ses émotions, admit qu'Espérance avait apporté un sens à sa vie qu'il ne s'attendait plus à retrouver, et qu'il ferait tout son possible pour lui donner le foyer sûr qu'elle méritait. Sur le chemin du retour au MAS, Walter s'arrêta à l'église de la ville. Il n'était pas un homme particulièrement religieux, mais il ressentait le besoin d'un moment de réflexion avant d'affronter ce qui allait arriver. Dans la lumière tamisée de la vieille église, il alluma une bougie devant une image et laissa ses pensées circuler librement. Il pensa à Clara, et à quel point elle aurait aimé Espérance. Comment être le destin avait mis la fillette sur son chemin, non seulement pour qu'il puisse la sauver, mais pour qu'elle le sauve de la solitude dans laquelle il s'était plongé. Il pensa aux années qui lui restaient, qui jusqu'à récemment semblaient n'être qu'une simple formalité sur le chemin de ses retrouvailles avec sa femme, et qui étaient maintenant remplies de responsabilités et de buts. Il pria, non pas avec des mots formels, mais avec la sincérité de quelqu'un qui reconnaît sa propre fragilité, demandant la force de protéger la petite qui lui était confiée, et la sagesse de la guider alors qu'elle grandissait. Lorsqu'il quitta l'église, son visage affichait une sérénité qui contrastait avec la tension des dernières heures, comme s'il avait atteint une certitude intérieure quant au chemin à suivre. Lorsque Walter revint au MAS, il trouva Espérance assise sur les marches du porche, l'attendant clairement, même si Madame Marie lui avait probablement dit de rentrer car le soir commençait à tomber. Le voyant arriver, le visage de la fillette s'illumina d'un soulagement si évident que Walter ressentit un pincement d'émotion, réalisant à quel point sa présence était devenue importante pour elle en si peu de temps. Avant qu'il ne puisse complètement descendre de cheval, Espérance était à ses côtés, demandant avec une anxiété à peine contenue si tout allait bien, si son père avait causé des problèmes en ville. Avec un sourire rassurant, Walter l'assura que tout était en ordre, qu'il avait parlé avec des gens qui les aideraient, et qu'elle n'avait rien à craindre. Ensemble, ils entrèrent dans la maison où Madame Marie avait préparé un dîner spécial, avant de partir avec une note qui disait simplement « Pour célébrer le fait que vous soyez ensemble ». Pendant le repas, Walter expliqua à Espérance en termes simples ce qu'il avait discuté avec l'avocat,
adaptant l'information pour ne pas l'effrayer. Mais étant honnête sur les mesures qu'il prendrait. Il lui dit que si elle était d'accord, il aimerait l'adopter légalement pour devenir son père aux yeux de la loi, comme il se sentait déjà être dans son cœur. La réaction d'Espérance à ces mots fut émouvante. Ses yeux se remplirent de larmes, mais contrairement aux occasions précédentes, elle n'essaya pas de les retenir. D'une voix étranglée par l'émotion, elle lui dit qu'elle n'avait jamais eu de vrai père. Que l'homme qui l'avait mise au monde ne lui avait enseigné que la douleur et la peur, mais que pendant ces quelques semaines passées avec lui, elle avait appris ce que signifiait se sentir en sécurité, respectée et aimée. Elle lui dit que si elle pouvait choisir quelqu'un pour être son père, elle le choisirait sans hésiter. Walter, submergé par la sincérité de ses mots, lui tendit les bras dans une invitation silencieuse. Pour la première fois depuis son arrivée, Espérance se jeta dans ses bras sans réserve, se laissant complètement étreindre, libérant en sanglots des années de douleur contenues, mais aussi d'espoir retrouvé. Ils restèrent ainsi pendant longtemps, un vieil homme et une petite fille, unis par des circonstances extraordinaires, trouvant tous deux chez l'autre un écho de leur propre besoin d'appartenir, d'avoir une famille, d'aimer et d'être aimé. Cette nuit-là, tandis qu'Espérance dormait enfin paisiblement, Walter écrivit une longue lettre. C'était une sorte de testament moral. Un document qui n'aurait aucune valeur légale, mais contenait tout ce qu'il voulait. Qu'Espérance sache si quelque chose lui arrivait, avant que l'adoption ne soit officielle. Il lui parla de Clara, et de la façon dont les trois auraient formé une famille parfaite. Il expliqua les valeurs qui avaient guidé sa vie, et qu'il espérait qu'elle respecterait. Il lui parla de l'histoire du Mas, qui serait un jour entièrement le sien. Et surtout, il exprima ce qu'il n'avait même pas encore osé lui dire en personne. Qu'en si peu de temps passé ensemble, il en était venu à l'aimer comme la fille qu'il n'avait jamais eue, que son arrivée avait donné un nouveau sens à ses jours, et que quoi qu'il arrive avec les procédures légales, dans son cœur, elle était déjà sa fille. Lorsqu'il eut fini, il scella la lettre et la mit dans le tiroir de son bureau, avec d'autres documents importants, espérant que de nombreuses années passeraient avant qu'elle n'ait besoin de la lire, mais avec la tranquillité d'esprit de savoir que ses sentiments seraient enregistrés pour toujours. Le matin brillait d'une clarté presque irréelle sur les champs du mât, lorsque Walter conduisit Espérance au corral où Logan tenait les rênes d'étoiles, une jument couleur miel spécialement choisie pour l'occasion. 2 mois s'étaient écoulés depuis la visite de Martine, et bien que les procédures légales avançaient avec la lenteur habituelle de la bureaucratie, la vie au mas était revenue à une certaine normalité. Espérance avait fait des progrès remarquables dans ses études avec mademoiselle Mélanie, faisant preuve d'une intelligence vive qui compensait rapidement les années sans éducation formelle. Son corps, autrefois frêle et mal nourri, commençait à montrer les bienfaits d'une nutrition appropriée et d'une vie sans choc constant. Mais le changement le plus significatif était être dans son regard, qui n'était plus constamment en alerte pour des menaces potentielles, mais se permettait de briller de curiosité et, de plus en plus, de joie. Ce jour marquait une nouvelle étape dans son adaptation. Walter avait décidé qu'il était temps de lui apprendre à monter à cheval correctement. Non pas seulement comme passagère, mais comme cavalière, une compétence essentielle pour la vie à la campagne, et un symbole de la confiance croissante entre eux. Espérance regarda Étoile avec un mélange de fascination et de peur. Elle n'avait jamais été aussi près d'une si grand animal de son plein gré. Et bien que Walter le t'assurait que la jument était douce, et spécialement entraînée pour les cavaliers débutants, elle ne pouvait s'empêcher de se sentir appréhensive. Walter, sentant sa nervosité, s'approcha de la jument, et commença à lui caresser le cou tout en lui parlant d'une voix douce, expliquant à Espérance que les chevaux pouvaient sentir la peur, et que la clé pour gagner leur confiance était de faire preuve d'assurance et de respect. Patiemment, il lui enseigna comment approcher l'animal, comment le laisser sentir sa main avant de le toucher, comment le caresser aux bons endroits pour transmettre le calme. Petit à petit, Espérance suivit ses instructions, son corps tendu se relaxant visiblement lorsqu'Étoile répondit à ses caresses en inclinant sa tête vers elle comme pour l'accepter. Walter échangea un regard entendu avec Logan, qui hocha la tête discrètement avant de reculer pour leur donner de l'espace,
reconnaissant que c'était un moment important pour eux deux. La première tentative d'Espérance pour monter seule fut un désastre. Malgré les instructions de Walter sur la façon de placer son pied dans l'étrier et de se pousser, la peur rendit ses mouvements maladroits, et elle finit par glisser, avant de pouvoir s'asseoir correctement sur la selle. La frustration et l'embarras se reflétèrent immédiatement sur son visage. Et pendant un instant, Walter craignit que cet échec initial ne renforce ses insécurités. Cependant, à sa surprise, après un bref moment où elle sembla au bord des larmes, Espérance prit une profonde inspiration, leva le menton avec détermination et demanda à réessayer. Ce petit geste de résilience émut profondément Walter, qui reconnut en elle non seulement le caractère naturel de la fillette, mais aussi un reflet de la sécurité qu'elle développait sous ses soins. Avec une patience renouvelée, il lui montra à nouveau les mouvements corrects, la tenant fermement cette fois jusqu'à ce qu'elle parvienne à s'installer sur la selle. La fierté dans les yeux d'Espérance, lorsqu'elle se retrouva enfin assise correctement sur Étoile, fut une récompense que Walter chérirait dans sa mémoire pour toujours. Les leçons d'équitation devinrent rapidement l'une de leurs parties préférées de la journée. Chaque après-midi après ces leçons avec mademoiselle Mélanie, Walter et Espérance passaient 1 heure dans le corral, progressant des bases de la façon de garder son équilibre sur la selle à l'apprentissage, de la façon de diriger l'animal, avec une pression douce de ses genoux, et de légers coups sur les rênes. La confiance d'Espérance grandit à chaque session. Et bientôt, elle fut capable de trotter en cercle autour du corral, sans la surveillance constante de Walter. Il la regardait avec un mélange de fierté et de nostalgie, se souvenant comment son propre père l'avait enseigné de la même manière, il y a de nombreuses décennies. Alors que les compétences d'Espérance s'amélioraient, Walter commença à planifier une petite excursion à l'extérieur des limites du mât, pensant qu'il serait bon pour elle d'interagir davantage avec le monde extérieur, surtout compte tenu du fait qu'à un moment donné, il devrait faire face à la curiosité et aux commentaires des gens de la ville concernant leur situation. Le jour choisi pour l'excursion se leva clair et frais, parfait pour une promenade à cheval. Walter avait soigneusement planifié l'itinéraire, évitant Aubépine, où il pourrait rencontrer Martin. Au lieu de cela, il opta pour visiter la ville de Ruisseau-des-Saules. Plus petite mais avec un charmant marché hebdomadaire, où il pourrait acheter des sucreries, et être un cadeau pour Espérance. Pendant le trajet, la fillette démontra tout ce qu'elle avait appris, maniant Étoile avec une confiance qui obligea Walter à se rappeler parfois qu'il y a à peine quelques mois, cette même enfant tremblait à l'idée d'approcher un cheval. Ils chevauchèrent à travers des champs de fleurs sauvages, s'arrêtant occasionnellement pour qu'Espérance observe un oiseau ou une plante qui captait son attention. Walter lui raconta des histoires sur la région, sur sa propre enfance dans ces terres, créant des ponts entre le passé et le présent qui aidaient Espérance à se sentir partie d'une continuité, d'une histoire plus grande que sa propre souffrance. En arrivant à Ruisseau-des-Saules, cependant, l'atmosphère changea subtilement. Bien que la ville fût petite et tranquille, l'apparition de Walter, connu dans toute la région, mais rarement vu en public depuis la mort de sa femme, accompagné d'une enfant inconnue, généra immédiatement des regards curieux, et des murmures à peine dissimulés. Espérance, hypersensible aux réactions des autres, après des années passées à être montrée du doigt comme la fille de l'ivrogne de la ville, se tendit visiblement sur son cheval. Walter, sentant son malaise, se rapprocha d'elle et parla à voix basse, l'assurant qu'il n'y avait rien à craindre, que les gens étaient simplement naturellement curieux, mais que personne ne leur manquerait de respect. Avec un effort visible, Espérance hocha la tête et essaya de se détendre, bien que ses yeux continuassent de balayer nerveusement d'un côté à l'autre, comme si elle évaluait des menaces potentielles. Au marché, Walter salua ceux qui s'approchaient avec sa dignité habituelle, présentant Espérance simplement comme l'enfant sous sa garde, sans entrer dans les détails sur les circonstances qui les avaient réunis. Certains visages montraient de la surprise, d'autres de la curiosité, mais Walter maintenait une attitude qui ne permettait pas de questions inappropriées. Pendant qu'il parcourait les étals, achetant des noix de pécan caramélisées et admirant l'artisanat local, ils rencontrèrent Madame Lemoine, la directrice de la petite école de la ville. La femme, âgée d'environ 50 ans,
avec une expression aimable mais perspicace, conversa brièvement avec Walter, avant de se tourner directement vers Espérance, lui demandant si elle aimait étudier, et quelles étaient ses matières préférées. La fillette, initialement réticente, s'ouvrit progressivement en parlant de ses leçons avec mademoiselle Mélanie, mentionnant avec un enthousiasme particulier les livres d'histoire qu'elle lisait et la façon dont elle apprenait à écrire des poèmes. La manière naturelle dont madame Lemoine lui parlait, la traitant comme n'importe quel autre enfant, et non comme un objet de curiosité ou de pitié, aida Espérance à se détendre visiblement. Avant de prendre congé, madame Lemoine commenta à Walter que s'il considérait un jour qu'Espérance avait besoin de plus d'interaction avec d'autres enfants, elle serait la bienvenue à l'école. Elle mentionna également, comme en passant, que de son opinion professionnelle, la fillette montrait des signes d'une intelligence exceptionnelle, qui méritait d'être correctement cultivée. Walter la remercia pour l'offre, expliquant que pour l'instant, il préférait un enseignement individualisé, compte tenu des circonstances spéciales, mais que peut-être à l'avenir, lorsque les aspects légaux seraient résolus et qu'Espérance se sentirait plus en sécurité, ils envisageraient la possibilité d'une éducation plus formelle. Ce qu'il ne mentionna pas, mais que madame Lemoine semblait comprendre tacitement, était la peur que Martine n'apparaisse à l'école pour tenter d'émener la fillette. La directrice, avec la discrétion de quelqu'un qui a vu beaucoup de situations compliquées au cours de sa longue carrière, hocha simplement la tête et leur souhaita le meilleur, leur adressant une invitation ouverte pour le moment où ils seraient prêts. Sur le chemin du retour aux masses, alors que le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de nuances d'orange, Espérance chevauchait en silence, apparemment perdue dans ses pensées. Walter respecta sa tranquillité, la laissant traiter les expériences de la journée à son propre rythme. Finalement, lorsqu'ils purent voir les bâtiments du mas au loin, la fillette rompit le silence, demandant si elle pourrait un jour aller à l'école comme les autres enfants qu'ils avaient vus en ville. La question, posée avec un mélange de désir ardent et de peur, toucha directement le cœur de Walter. Il expliqua honnêtement qu'il y avait encore des questions à résoudre concernant sa situation légale, qu'il devait être prudent jusqu'à ce que tout soit officiellement réglé, mais que oui, elle pourrait certainement aller à l'école un jour si c'était ce qu'elle voulait. Il promit qu'en attendant, il ferait tout son possible pour que son éducation à la maison soit aussi complète que possible, qu'il pourrait même inviter d'autres enfants au mât, afin qu'elle puisse avoir de la compagnie de son âge, si elle le souhaitait. Espérance considéra ces mots pendant un moment avant de hocher la tête, apparemment satisfaite de la réponse et de la promesse implicite d'un avenir où sa vie pourrait se rapprocher de la normalité qu'elle n'avait jamais connue. Cette nuit-là, après le dîner, alors qu'ils partageaient leurs moments habituels sur le porche sous un ciel étoilé, Espérance interrogea Walter sur sa femme, Clara. Bien qu'il ait brièvement parlé d'elle, il n'était jamais entré dans les détails personnels. Peut-être parce que même après tant d'années, la douleur de sa perte était encore trop intense. Cependant, cette fois, ému par la confiance croissante entre eux et l'intuition qu'Espérance avait besoin de mieux comprendre la personne qui avait été si importante dans sa vie, Walter se permit d'ouvrir complètement ce chapitre de son histoire. Il lui raconta comment il avait rencontré Clara lors d'une fête de village, leur longue mais heureuse cour, comment elle avait transformé le mas d'une simple propriété agricole en un véritable foyer avec son énergie et sa créativité. Il lui parla des difficultés qu'ils avaient rencontrées à ne pas pouvoir avoir d'enfants. Comment Clara avait canalisé cette douleur pour devenir une sorte de mère pour beaucoup des enfants de la ville, leur apprenant à lire, soignant les malades, organisant des fêtes de Noël, où aucun enfant ne repartait sans cadeau. Pendant qu'il parlait, Walter fut surpris de se souvenir de détails qu'il pensait avoir oubliés. Le son du rire de Clara, la façon dont elle chantait en cuisinant, comment elle insistait pour planter des fleurs partout sur la propriété, même s'il arguait que c'était un gaspillage d'eau dans un climat si sec. Pour la première fois depuis des années, ces souvenirs n'apportèrent pas le pincement de douleur habituel, mais une douce mélancolie mêlée de gratitude pour avoir partagé sa vie avec quelqu'un d'aussi extraordinaire. Espérance écouta avec une attention absolue, posant occasionnellement des questions qui montraient une sensibilité surprenante pour son âge. À un moment donné, presque sans s'en rendre compte,
Walter commença à parler à quel point Clara aurait voulu la rencontrer, à quel point elle l'aurait sûrement adoré dès le premier instant, comment parfois, dans certains gestes ou expressions, Espérance lui rappelait sa défunte épouse. Cette dernière confession fit écarquiller les yeux de la fillette, visiblement émue par l'idée de ressembler d'une quelconque manière à cette femme qui avait été tant aimée. La conversation s'étira tard dans la nuit, bien au-delà de l'heure habituelle. Espérance aurait dû aller se coucher, mais aucun d'eux ne semblait disposé à y mettre fin. Il y avait quelque chose de guérisseur dans cet échange. Comme si en partageant l'histoire de Clara avec Espérance, Walter complétait d'une certaine manière un cercle, connectant son passé à son présent, et être à son avenir. Pour Espérance, en apprendre davantage sur Clara signifiait mieux comprendre Walter, les forces qu'il avait façonnées, l'amour qui avait défini sa vie. À un certain point, lorsque la lune était haute dans le ciel, la fillette lui demanda s'il pensait que Clara les regardait de quelque part. La question, posée avec la simplicité directe de l'enfance, mais chargée de signification profonde, laissa Walter momentanément sans voix. Finalement, levant les yeux vers les étoiles, il répondit que oui, il aimait penser que Clara était d'une certaine manière toujours présente, que être elle avait même eu quelque chose à voir avec le fait que leurs chemins se soient croisés ce jour-là sur la place. Ce n'était pas une réponse basée sur des certitudes théologiques, mais sur la foi personnelle d'un homme qui avait connu à la fois l'amour et la perte, et qui découvrait maintenant de manière inattendue une nouvelle forme de famille. Le lendemain matin, alors que Walter était dans son bureau en train de revoir certains registres, Espérance y entra, curieuse de la seule pièce qu'elle n'avait pas explorée. Ses yeux se posèrent sur un petit portrait poussiéreux sur la cheminée, légèrement tourné vers le mur. Elle le ramassa, l'essuyant avec sa manche. Il révéla une femme avec un sourire lumineux qui semblait illuminer la photographie, portant une simple robe bleu clair. « Elle est belle, » chuchota Espérance, juste au moment où Walter se retourna. Il se figea un instant, son regard fixé sur le portrait dans ses mains. « Ceste, c'était ma femme, Clara, dit-il, sa voix éteinte par une émotion qu'il n'avait pas anticipée. Espérance regarda de la femme souriante au visage sombre de Walter. « Elle a l'air gentille, dit-elle doucement, comme si elle dirait que tout va s'arranger. » Walter sentit une boule se former dans sa gorge. Il lui prit le portrait, son pouce traçant doucement le visage de Clara. « Elle l'aurait fait, dit-il, sa voix à peine un murmure. Elle t'aurait aimé. » Il replaça ensuite la photographie sur la cheminée, cette fois face vers l'avant, laissant la lumière de Clara revenir dans la pièce. Espérance demanda si elle pouvait garder le portrait dans sa chambre, et après un moment de réflexion, Walter accepta. Il était temps que la présence de Clara se fasse à nouveau sentir dans la maison qu'elle avait tant aimée. Pendant quelques instants, un silence plein de sens régna dans la pièce, alors qu'ils contemplaient tous deux le visage souriant de Clara. Walter n'était pas un homme superstitieux. Mais il ne pouvait pas non plus ignorer l'étrange coïncidence qu'Espérance ait rêvé de sa femme la nuit après qu'il ait tant parlé d'elle, et avec des détails aussi précis que la couleur de la robe, qu'il n'avait pas mentionné dans leur conversation. Finalement, d'une voix douce, il dit à Espérance que être ce n'était qu'un rêve, ou être quelque chose de plus, mais qu'en tout cas, cela semblait être un beau signe, comme si Clara leur donnait d'une certaine manière sa bénédiction. Être était-il temps que la présence de Clara redevienne visible dans la maison qu'elle avait tant aimée. L'automne arriva au mas, apportant avec lui des vents frais qui faisaient bruire les feuilles des arbres, et peignaient le paysage de nuances d'or et de rouge. 6 mois s'étaient écoulés depuis qu'Espérance était venue vivre avec Walter. 6 mois de transformation remarquable pour eux deux. La fillette, qui était arrivée mal nourrie et terrifiée, courait maintenant librement à travers les champs, montait son cheval avec assurance et dévorait les livres avec un enthousiasme qui impressionnait même mademoiselle Mélanie. Ses joues autrefois creuses avaient maintenant une couleur saine, et son rire, initialement si rare que son son surprenait tout le monde dans la maison, se faisait entendre de plus en plus fréquemment. Walter, pour sa part, avait retrouvé une vigueur que beaucoup pensaient perdue à jamais après la mort de Clara. Il se réveillait chaque matin avec un but clair.
Il supervisait personnellement l'éducation d'Espérance et avait même commencé à faire des plans pour agrandir les cultures du mas, pensant non seulement au présent, mais à un avenir qui incluait maintenant quelqu'un d'autre. Les procédures d'adoption avançaient lentement mais régulièrement, grâce à l'influence de Maître Dupont et aux témoignages favorables de personnes respectées comme Madame Lemoine et le médecin de la ville, qui avaient méticuleusement documenté l'amélioration physique d'Espérance sous les soins de Walter. Ce dimanche matin-là, Espérance attendait impatiemment sur le porche que Walter finisse de revoir certains registres dans son bureau, afin qu'ils puissent partir pour leur promenade à cheval habituelle. Le ciel était clair, promettant une journée parfaite pour explorer une zone de la propriété qu'elle ne connaissait pas encore bien, où Walter lui avait dit que des fleurs sauvages, particulièrement belles, poussaient à cette époque de l'année. Finalement, la porte de la maison s'ouvrit, et Walter apparut, ajustant son chapeau avec un sourire d'excuse pour le retard. Ensemble, ils se dirigèrent vers l'écurie, où Logan avait déjà préparé Éclair et Étoile. Pendant la promenade, ils bavardèrent animément de leurs projets pour les semaines à venir. Une éventuelle visite à la capitale régionale pour acheter plus de livres, la petite célébration qu'ils organisaient pour le prochain anniversaire d'Espérance, la proposition de Madame Lemoine, selon laquelle la fillette pourrait assister à quelques cours spéciaux à l'école, sans avoir besoin de s'inscrire formellement. Maintenant que la situation légale était plus claire. C'était une conversation pleine de projets et d'attentes. Le genre d'échange quotidien qui aurait semblé impossible il y a des mois. Ceste précisément au cours de cette conversation, alors qu'ils chevauchaient le long d'un sentier bordé de grands cyprès, que l'incident se produisit. Walter expliquait quelque chose à Espérance sur les cultures de la saison prochaine, lorsque sa voix se coupa brusquement. Espérance, qui chevauchait légèrement devant, se retourna pour voir pourquoi il était devenu silencieux, et le trouva avec une étrange expression vague, une main serrant sa poitrine et l'autre tenant à peine les rênes. Avant qu'elle ne puisse demander ce qui n'allait pas, elle le regarda avec horreur s'effondrer d'un côté, tombant lourdement de son cheval. L'impact avec le sol sembla le ramener momentanément à la conscience, car il essaya de se redresser en marmonnant des mots inintelligibles. Espérance sauta de son cheval et courut vers lui, la peur lui glaçant le sang, en voyant le visage habituellement bronzé de Walter, maintenant pâle et couvert d'une sueur froide. D'une voix qui lui semblait étrangement lointaine, il essaya de la rassurer, disant que ce n'était qu'une vertige, qu'il irait bien dans quelques minutes, qu'elle ne s'inquiète pas. Mais Espérance, qui avait développé un instinct aigu pour sentir quand les choses allaient vraiment mal, comprit immédiatement que ce n'était pas un simple évanouissement. Avec une présence d'esprit surprenante pour son âge, Espérance évalua rapidement la situation. Ils étaient trop loin de la maison principale pour qu'elle puisse y traîner Walter, et le laisser seul pour aller chercher de l'aide semblait tout aussi impossible compte tenu de son état. Se souvenant des leçons de Walter sur la façon d'agir en cas d'urgence, Espérance prit les rênes d'Éclair, qui paissait paisiblement à quelques mètres, et avec un effort considérable, parvint à l'amener jusqu'à l'endroit où Walter était allongé. Elle lui parla fermement, le pressant de se lever juste assez pour qu'elle puisse l'aider à monter. Le vieil homme, rassemblant une force qu'il ne savait plus posséder, parvint à se tenir debout avec l'aide d'Espérance, et après plusieurs tentatives douloureuses, à monter sur le cheval. La fillette monta derrière lui, enveloppant ses bras autour de sa taille pour l'empêcher de retomber, et avec une maturité au-delà de ses années, elle fit galoper Éclair vers le mas, murmurant des mots d'encouragement à l'oreille de Walter, dont la conscience semblait dangereusement s'estomper et revenir. L'arrivée au mas provoqua une agitation immédiate. Logan, qui réparait une clôture voisine, courut vers eux lorsqu'il vit la vue inhabituelle d'eux deux montant le même cheval, et Walter clairement affaibli. Il aida rapidement le vieil homme à descendre, et suivant les instructions urgentes d'Espérance, envoya un ouvrier en ville pour aller chercher le médecin pendant qu'il transportait Walter dans sa chambre. Madame Marie, qui était heureusement à la maison ce jour-là,
prépara des linges froids pour son front, et une tisane qui, selon la sagesse traditionnelle, aiderait à renforcer le cœur. Espérance resta près du lit de Walter, refusant de partir même un instant, regardant avec une angoisse croissante sa respiration devenir de plus en plus laborieuse, et comment il portait occasionnellement une main à sa poitrine, comme s'il souffrait d'une douleur intense. Le médecin, le docteur Pierre, arriva 2 heures plus tard, ce qui sembla une éternité à Espérance. Après avoir soigneusement examiné Walter, son expression grave confirma les pires craintes de tous, avec tact. Mais sans cacher la gravité de la situation, il expliqua que Walter avait subi une crise cardiaque, probablement causée par une condition qui s'était vraisemblablement développée depuis un certain temps, sans montrer de symptômes évidents. Il recommanda le repos absolu, et des médicaments qu'il enverrait de son cabinet, mais il ne cacha pas que la situation était délicate, et qu'il serait sage d'envisager un transfert à l'hôpital de la capitale régionale pour un traitement plus spécialisé. Pendant que le médecin parlait avec Logan et Madame Marie des détails pratiques, Espérance resta près du lit, tenant la main de Walter, son esprit traitant la terrible possibilité de perdre la seule personne qui lui avait montré un véritable amour dans sa courte vie, juste au moment où elle commençait à croire que le bonheur était possible. Les jours suivants se déroulèrent dans un tourbillon d'activités frénétiques et d'attentes anxieuses. Suivant les recommandations du médecin, ils organisèrent le transfert de Walter à l'hôpital de la capitale régionale, un voyage qui devait être effectué avec un soin extrême compte tenu de son état. Logan se chargea de préparer le camion le plus confortable, l'aménageant avec des matelas et des couvertures pour rendre le voyage aussi doux que possible. Madame Marie prépara des provisions pour le voyage et emballa les vêtements et les effets personnels dont Walter pourrait avoir besoin pendant son séjour à l'hôpital. Maître Dupont, alerté de la situation, vint au MAS pour organiser les aspects légaux. Une procuration pour Logan afin qu'il puisse gérer les affaires urgentes du MAS, des instructions sur les fonds disponibles pour le traitement médical, et le plus important pour Espérance, des documents temporaires assurant que la fillette pourrait rester sous la garde de Madame Marie au MAS jusqu'au retour de Walter, empêchant ainsi toute tentative de Martin de profiter de la situation pour la réclamer. Tout au long de ces préparatifs, Espérance quitta à peine le côté de Walter. Elle dormait dans une chaise à côté de son lit, se réveillant au moindre changement dans sa respiration, aidant Madame Marie à lui donner ses médicaments et à appliquer des linges froids lorsque la fièvre occasionnelle apparaissait. Dans les moments où Walter était conscient, elle lui lisait ses livres préférés, ou lui parlait simplement de choses de la vie quotidienne, comme si leur conversation normale pouvait ancrer le vieil homme à la vie par une simple force de volonté. Walter, malgré sa faiblesse, regardait Espérance avec un mélange de fierté et d'inquiétude. À plusieurs reprises, il essaya de la convaincre de se reposer correctement, qu'il n'était pas nécessaire qu'elle reste constamment à ses côtés. Mais la détermination dans les yeux de la fillette était inébranlable. Une nuit, alors qu'il pensait qu'Espérance s'était finalement endormie dans la chaise, Walter murmura, plus pour lui-même que pour être entendu, que son seul regret serait de la laisser seule, sans avoir terminé l'adoption, vulnérable à nouveau à un monde qui lui avait déjà montré son côté le plus cruel. Espérance, qui ne dormait pas mais avait les yeux fermés pour que Walter pense qu'elle se reposait, entendit ces mots qui confirmaient ses propres peurs. Mais au lieu de s'effondrer, elle sentit une ferme résolution se construire en elle. Elle ne permettrait pas que cela se produise. Elle se battrait de toutes ses forces pour que Walter se rétablisse. Et si le destin était si injuste qu'il l'emporte, elle trouverait un moyen d'honorer sa mémoire et de maintenir son héritage en vie. Le jour du transfert à l'hôpital se leva gris et menaçant de pluie, comme si le temps lui-même reflétait la gravité de la situation. Logan et 2 ouvriers du MAS aidèrent Walter à monter dans le camion où ils avaient préparé une sorte de lit de fortune pour lui. Madame Marie supervisa chaque détail, s'assurant qu'ils avaient suffisamment de couverture, de médicaments et de tout le nécessaire pour le voyage de 4 heures jusqu'à la capitale régionale. Lorsque tout fut prêt, le moment le plus difficile arriva. Expliquer à Espérance qu'elle ne pouvait pas les accompagner. La décision avait été prise la veille par le médecin, Maître Dupont et Walter,
lui-même, lors d'un moment de lucidité. Le voyage serait trop épuisant. L'hôpital n'autoriserait probablement pas un enfant à rester avec le patient. Et le plus important, il était crucial pour Espérance de continuer sa routine et son éducation aux masses, à la fois pour son propre bien, être, et pour démontrer à toute autorité qui pourrait s'intéresser à l'affaire que sa vie restait stable et structurée, malgré la maladie de Walter. La réaction d'Espérance à cette nouvelle fut déchirante. Pour la première fois depuis son arrivée aux masses, elle perdit complètement son sang-froid. Elle pleura. Elle supplia. Elle se mit même en colère, insistant sur le fait que sa place était avec Walter, que personne ne pouvait mieux prendre soin de lui qu'elle ne se souciait pas des cours ou des routines s'il n'était pas là. Ce fut Walter lui-même qui, rassemblant sa force limitée, parvint à la calmer. Il lui parla tendrement mais fermement, expliquant que la meilleure façon de l'aider à se rétablir était de savoir qu'elle allait bien, poursuivant ses études, prenant soin du mas qui serait un jour le sien, montrant la force qu'il savait qu'elle possédait. Il promit qu'il communiquerait quotidiennement, que Logan ferait des allers-retours constants entre le mas et la capitale régionale pour apporter des nouvelles dans les deux sens et qu'il se battrait de toutes ses forces pour guérir bientôt et rentrer à la maison. Finalement, il lui tendit un petit objet qu'il prit de sous son oreiller. La montre de poche en or qui avait appartenu à son père et à son grand-père avant lui, un héritage familial, qui symbolisait la continuité et la permanence. Il lui dit de la garder pour lui, qu'à chaque fois qu'elle la regarderait, elle devrait se souvenir que le temps passerait, et qu'ils seraient à nouveau ensemble, que c'était une promesse qu'il avait l'intention de tenir. Ce geste, plus que tous les mots et les raisonnements, parvint à pénétrer le désespoir d'Espérance. Elle prit la montre avec des mains tremblantes, reconnaissant la valeur symbolique de l'objet et la confiance que Walter plaçait en elle en la lui donnant. Avec un effort visible, elle ravala ses larmes et hocha la tête, promettant à son tour qu'elle serait forte, qu'elle prendrait soin de tout en son absence, qu'elle le rendrait fier. L'étreinte qu'ils partagèrent alors fut chargée d'émotions trop complexes pour être exprimées en mots. Peur, amour, espoir, détermination. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, ils essayèrent tous deux de sourire à travers leurs larmes, comme s'ils scellaient un pacte silencieux de résistance contre l'adversité. Le voyage vers la capitale régionale se déroula avec la lenteur exaspérante des moments critiques. Malgré les précautions prises pour rendre le voyage aussi confortable que possible, chaque bosse sur la route envoyait des vagues de douleur à travers la poitrine de Walter. Logan, assis à côté de lui dans le camion, regardait avec une inquiétude croissante, le visage de son patron alterné entre une pâleur cendreuse et une rougeur alarmante, sa respiration devenant de plus en plus laborieuse au fur et à mesure qu'ils avançaient. À mi-chemin, ils durent s'arrêter pour que Walter puisse se reposer et prendre le médicament que le médecin avait prescrit, une concoction amère qui offrait un soulagement temporaire mais insuffisant. Pendant cette pause, Walter, dans un moment de clarté entre les vagues de douleur, dit à Logan ce qu'il devait faire s'il ne survivait pas. Il lui donna des instructions précises sur les documents importants conservés dans son bureau, sur les personnes de confiance à contacter, et surtout sur la façon de s'assurer qu'Espérance soit protégée et reçoive tout ce qui lui revenait légalement. Logan écouta ces instructions avec le cœur lourd, promettant d'accomplir tous ses vœux, mais insistant sur le fait que de telles précautions ne seraient pas nécessaires, que Walter était fort et surmonterait cette crise comme il avait surmonté tant d'autres difficultés dans sa vie. Ils arrivèrent à l'hôpital de la capitale régionale, alors que le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de teinte rougeâtre qui semblait refléter le drame en cours. L'hôpital, un imposant bâtiment en pierre grise avec de grandes fenêtres, était le plus moderne et le mieux équipé de la région, ce qui expliquait la décision de faire le voyage épuisant, au lieu de compter sur les ressources médicales limitées de la ville. Une équipe d'infirmières et de médecins, préalablement alertés de l'arrivée d'un patient, gravement malade, attendait à l'entrée. Avec une efficacité professionnelle, ils transférèrent Walter sur un brancard et l'emmenèrent rapidement à l'intérieur, laissant Logan dans le hall avec une pile de formulaires à remplir
et le sentiment angoissant de ne pas savoir si son patron sortirait vivant de cette épreuve. Les jours au mât sans Walter passèrent avec une lenteur torturante pour Espérance, malgré les efforts de Madame Marie pour maintenir une routine normale. L'absence du vieil homme se faisait sentir à chaque coin de la maison, à chaque moment de la journée. Les leçons avec Mademoiselle Mélanie continuaient. Mais Espérance, généralement avide de connaissances, avait maintenant du mal à se concentrer. Son esprit dérivait constamment vers l'hôpital de la capitale régionale, où Walter se battait pour sa vie. Les promenades à cheval, autrefois son activité préférée, étaient maintenant douloureuses, chaque sentier évoquant des souvenirs de moments partagés avec l'homme, qui était devenu son père en tout sauf en nom. Les nuits étaient particulièrement difficiles, l'obscurité amplifiant ses peurs. Et si Walter mourait avant que l'adoption ne soit officielle? Que deviendrait-elle alors? Devrait-elle retourner chez son père biologique, revenir à la vie de misère et d'abus dont elle s'était échappée? Ces questions la tourmentaient alors qu'elle restait éveillée, serrant la montre en or que Walter lui avait confiée, comme si l'objet pouvait d'une manière ou d'une autre la connecter à lui à travers la distance. Logan voyageait tous les 2 jours entre le Mas et la capitale régionale, apportant des nouvelles dans les 2 sens. Ses rapports sur l'état de Walter étaient prudemment optimistes. Les médecins avaient confirmé qu'il s'agissait d'un problème cardiaque grave, mais pas nécessairement fatal si le traitement approprié était suivi. Walter avait été stabilisé et bien que faible, restait lucide pour demander constamment des nouvelles d'Espérance et des affaires du Mas. Logan lui apportait les lettres que la fillette écrivait quotidiennement. Des pages et des pages remplies de détails sur ses activités, ses études, ses pensées écrites avec un mélange de détermination, à montrer qu'elle tenait sa promesse d'être forte et d'un désespoir, à peine contenu face à leur séparation. Il rapportait également les brèves notes que Walter dictait aux infirmières lorsqu'il en avait la force. Des messages simples mais profondément ressentis, qu'Espérance lisait encore et encore jusqu'à ce qu'elle les mémorise pratiquement. Ce fut au cours de la 3e semaine d'absence de Walter que ce qu'il craignait tous arriva. Espérance revenait de son cours avec Mademoiselle Mélanie lorsqu'elle vit un cheval inconnu attaché devant la maison principale. Quelque chose dans la forme gauche de l'animal, son apparence négligée, déclencha une alarme en elle. Accélérant le pas, elle entra par la porte arrière dans la cuisine où elle trouva Madame Marie avec un visage déformé par l'inquiétude. D'une voix tremblante, la femme l'informa que Martin, son père biologique, était dans le salon, exigeant de la voir. Il était arrivé une demi-heure plus tôt, visiblement ivre et agressif, affirmant qu'il avait entendu en ville parler de la maladie de Walter et qu'il était venu réclamer ce qui lui appartenait. Madame Marie avait essayé de le chasser, mais l'homme avait refusé de partir, menaçant de revenir avec les autorités s'il ne le laissait pas parler à sa fille. Logan n'était pas au Mas ce jour-là, étant parti pour la capitale régionale avec de nouvelles provisions pour Walter. Et les ouvriers étaient trop loin dans les champs pour appeler à l'aide immédiate. La peur initiale qu'Espérance ressentit en entendant cette nouvelle fut rapidement remplacée par une fureur qu'elle ne s'était jamais permise de montrer auparavant. Tout au long de sa vie avec Martin, elle avait appris à se rendre invisible, à se rétrécir, à accepter les coups et les insultes comme une partie inévitable de son existence. Mais ces mois passés avec Walter lui avaient enseigné une autre façon de vivre. Il lui avait montré qu'elle méritait le respect, l'affection, la dignité, et surtout, il lui avait donné quelque chose pour quoi se battre, un foyer, un avenir, une famille. Avec un calme qui surprit Madame Marie, Espérance lui demanda de rester dans la cuisine pendant qu'elle gérait la situation. Avant que la femme ne puisse protester, la fillette marcha d'un pas ferme vers le salon où son père l'attendait. Martin était assis dans le fauteuil préféré de Walter, ses bottes sales posées sur la table basse, buvant directement à une bouteille qu'il avait apportée avec lui. En voyant Espérance entrer, un sourire tordu apparut sur son visage, ravagé par des années d'alcoolisme. Il la salua avec une fausse jovialité, comme si les mois de séparation n'avaient jamais eu lieu, comme s'il ne l'avait jamais vendue comme une marchandise sur la place de la ville. Il lui dit qu'il était venu la reprendre, qu'il avait entendu dire que le vieil homme était sur le point de mourir, et qu'en tant que son père,
il avait tous les droits de la réclamer. Pendant qu'il parlait, ses yeux avides balayaient la pièce, évaluant chaque objet de valeur, calculant mentalement combien il pourrait en tirer. Espérance l'écouta en silence, l'observant non pas avec sa peur habituelle, mais avec une nouvelle clarté, voyant pour la première fois non pas un monstre tout-puissant, mais un homme pathétique, détruit par ses propres vices, incapable d'un amour ou d'une préoccupation sincère pour qui que ce soit d'autre que lui-même. Lorsque Martine termina son discours, s'attendant probablement à ce qu'Espérance baisse la tête et obéisse, comme elle l'avait toujours fait, il fut confronté à un regard ferme, et à une voix sereine, qu'il ne reconnaissait absolument pas. Avec des mots mesurés, qui révélaient une maturité bien au-delà de ses années, Espérance lui dit qu'elle n'irait nulle part avec lui, que Walter était en train de l'adopter légalement, qu'ils avaient des preuves de l'abus qu'elle avait subi sous sa garde, et que s'il essayait de la prendre par la force, il affronterait non seulement la justice, mais toute la communauté qui la protégeait maintenant. Elle lui rappela, avec une précision qui fit pâlir momentanément le visage de Martine, des épisodes spécifiques de violence qu'elle avait endurés, les fois où il l'avait laissée sans nourriture, pour dépenser l'argent en alcool, les occasions où il l'avait louée comme servante à des étrangers, gardant sa paix. Elle termina en disant que s'il avait une once de décence, il partirait et la laisserait tranquille, lui permettant d'avoir la vie qu'il n'avait jamais été capable de lui offrir. La réaction de Martin à cette défiance inattendue fut instantanée et violente. Son visage se congestionna de rage. Il se leva et s'avança vers Espérance, la main levée, prêt à la frapper comme il l'avait fait tant de fois dans le passé. Mais la fillette ne recula pas, ni ne se recroquevilla comme il s'y attendait. Au lieu de cela, elle tient bon, les yeux fixés sur les siens sans cligner. Ce simple acte de résistance, si différent de la soumission à laquelle il était habitué, fit hésiter Martine un instant, un moment que Madame Marie saisit pour entrer dans la pièce, brandissant le fusil de chasse que Walter gardait pour les urgences. D'une voix tremblante mais déterminée, la femme ordonna à Martin de quitter la propriété immédiatement s'il ne voulait pas se faire tirer dessus. Coincée et dépassée, Martine recula vers la porte. Mais non sans proférer une dernière menace, jurant que ce n'était pas fini, qu'il reviendrait avec les autorités, qu'il les ferait tous payer pour cette humiliation. Ces mots, cependant, sonnèrent creux, dépouillés du pouvoir qu'il détenait autrefois sur Espérance. Lorsqu'il partit enfin, il monta à cheval avec des mouvements maladroits et s'éloigna au galop, laissant derrière lui un nuage de poussière, et le sentiment qu'une page définitive avait été tournée dans la vie de toutes les personnes présentes. Cette nuit-là, après que Madame Marie eut envoyé un des ouvriers en ville pour informer Maître Dupont de ce qui s'était passé, Espérance resta assise longtemps sur le porche, regardant les étoiles, comme elle le faisait avec Walter. La confrontation avec son père biologique, bien que terrifiante, avait également été étrangement libératrice. Pour la première fois, elle avait pu tenir tête, affirmer son droit à une vie meilleure, refuser d'être traitée comme une possession. Elle sentait que Walter serait fier d'elle, que cet acte de courage honorait tout ce qu'il lui avait enseigné sur la dignité et le respect de soi. Alors que ses pensées tourbillonnaient dans son esprit, elle entendit le bruit d'un cheval s'approchant à toute vitesse. Son cœur s'accéléra, pensant que Martine était être revenue, mais elle reconnut bientôt la silhouette de Logan, émergeant de l'obscurité. Le jeune homme sauta de son cheval, avant même qu'il ne se soit complètement arrêté, et courut vers le porche. Son expression était indéchiffrable, un mélange d'urgence, d'inquiétude, et de quelque chose d'autre qu'Espérance ne pouvait identifier. Essoufflé, il lui dit qu'elle devait venir avec lui, à l'hôpital de la capitale régionale immédiatement, que Walter avait subi une grave rechute, et que les médecins n'étaient pas sûrs qu'il passe la nuit. Le voyage vers la capitale régionale fut une expérience surréaliste pour Espérance. Montée devant Logan sur son cheval, galopant à travers la nuit noire avec la lune comme seule lumière, elle se sentait vivre dans un cauchemar dont elle ne pouvait pas se réveiller. Logan expliqua entre deux respirations que Walter s'était progressivement amélioré jusqu'à cet après-midi, où il avait soudainement commencé à avoir des difficultés à respirer. Le médecin parlait d'une complication de liquide dans ses poumons,
d'un cœur trop affaibli pour continuer à fonctionner correctement. Avant de perdre connaissance, Walter avait demandé à voir Espérance. Il avait insisté avec une telle véhémence que les médecins avaient accepté d'autoriser la visite malgré les règles strictes de l'hôpital concernant les mineurs. Logan était parti immédiatement, chevauchant sans repos, pour atteindre le mas le plus rapidement possible. Les jours suivants apportèrent une amélioration lente mais régulière de l'état de Walter. Le cœur, libéré de la pression supplémentaire, commença à retrouver une partie de sa force. Et ses périodes de conscience devinrent plus longues et plus fréquentes. Espérance, qui refusait de quitter l'hôpital malgré les protestations du personnel médical concernant l'inconvénient qu'un enfant y séjourne indéfiniment, devint une présence permanente au chevet de Walter, lui lisant lorsqu'il était éveillé, tenant simplement sa main lorsqu'il dormait. Maître Dupont, qui était venu à l'hôpital dès qu'il avait entendu parler de l'opération, fut un témoin ému de cette dévotion. Après quelques négociations avec l'administration de l'hôpital, il parvint à prendre un arrangement spécial pour qu'Espérance reste dans une petite chambre pour les familles, reconnaissant de facto son statut de fille de Walter, même si les procédures légales étaient toujours en cours. Ce fut lors d'une des visites de Maître Dupont que quelque chose d'inattendu se produisit. Walter, plus lucide que les jours précédents, demanda à lui parler en privé. Espérance quitta la pièce avec la promesse de revenir avec du thé pour les deux hommes, leur donnant l'espace dont ils avaient besoin. Au cours de cette conversation, Walter exprima son inquiétude quant à la lenteur du processus d'adoption et au danger que cela représentait pour Espérance s'il ne survivait pas. L'avocat, qui réfléchissait au même problème, proposa une solution alternative. Un ami juge à lui pourrait venir à l'hôpital, pour officialiser l'adoption immédiatement, se basant sur les circonstances exceptionnelles et le bénéfice évident pour la mineure. Ce ne serait pas la procédure standard, mais avec les bons témoignages et l'amélioration évidente de la qualité de vie d'Espérance sous les soins de Walter, il pourrait obtenir son approbation. Sans hésiter un instant, Walter lui demanda de prendre toutes les dispositions nécessaires, le plus rapidement possible. 2 jours plus tard, la chambre d'hôpital fut témoin d'une cérémonie inhabituelle. Le juge Antoine, un homme âgé à la réputation d'intégrité impeccable, présida la formalisation de l'adoption depuis une chaise à côté du lit de Walter. Étaient présents comme témoins Maître Dupont, Madame Lemoine, qui avait fait le voyage spécialement pour donner son témoignage professionnel sur le développement positif d'Espérance, le médecin traitant qui certifia la lucidité mentale de Walter malgré son état physique, et bien sûr, Logan et Madame Marie, qui avaient été témoins de la transformation quotidienne de la relation entre Walter et Espérance. La fillette, vêtue d'une simple robe blanche que Madame Marie avait achetée pour l'occasion, pouvait à peine retenir ses larmes, tandis que le juge lisait les documents qui faisaient d'elle officiellement Espérance Alvarez, la fille légitime de Walter Alvarez, avec tous les droits et protections que cela impliquait. Au moment de signer, Walter, rassemblant une force que personne ne savait qu'il possédait encore, insista pour se redresser légèrement afin de le faire lui-même, plutôt que de laisser le juge guider sa main. D'une écriture tremblante mais lisible, il signa son nom sur le document qui scellait légalement ce que son cœur avait déjà décidé des mois auparavant. Espérance, lorsque ce fut son tour, signa avec la précision méticuleuse de quelqu'un qui a récemment appris à écrire et qui valorise chaque lettre comme un petit miracle. Le juge, ému par l'émotion évidente qui régnait dans la pièce, prononça quelques mots brefs, mais sincères sur la façon dont parfois les familles les plus fortes sont celles formées non par le sang, mais par un choix conscient, par un amour qui surmonte les circonstances défavorables et trouve des chemins inattendus. Lorsqu'il déclara finalement l'adoption officielle, un tonnerre d'applaudissements spontanés éclata de la part de toutes les personnes présentes, y compris certaines infirmières qui avaient discrètement jeté un coup d'œil pour assister à ce moment extraordinaire. La guérison de Walter après l'opération fut lente mais régulière. Après 3 semaines à l'hôpital, les médecins le jugèrent finalement assez stable pour continuer sa convalescence à la maison, bien qu'avec des instructions strictes pour un repos complet et des visites régulières du médecin de la ville. Le retour au mas fut un moment de célébration contenue. Les ouvriers avaient décoré l'entrée avec des fleurs sauvages.
Madame Marie avait préparé un repas spécial avec tous les plats préférés de Walter, bien qu'il ne pût goûter que de petites portions. Même le chien de garde, habituellement réservé, semblait partager la joie générale, courant en cercle autour du camion qui ramenait le patron à la maison. Espérance, qui avait méticuleusement planifié chaque détail de la réception, regardait avec des yeux brillants Walter être aidé à sortir du véhicule et à entrer dans la maison, qu'il y a un peu plus d'un mois, il craignait qu'il ne revoie jamais. Les mois suivants apportèrent une nouvelle routine au MAS, maintenant centrée sur la guérison de Walter et l'adaptation à sa nouvelle condition. Le médecin avait été clair. Bien qu'il puisse s'attendre à une qualité de vie raisonnable, son cœur était affaibli de façon permanente, et il devait éviter les efforts physiques importants. Pour un homme habitué à l'activité constante, ces limitations furent initialement frustrantes. Mais la présence d'Espérance transforma ce qui aurait pu être une période d'amertume en une opportunité pour de nouvelles formes de connexion. Les après-midi qu'ils passaient autrefois à monter à cheval ensemble furent maintenant dédiés à des jeux de société sur le porche, à de longues conversations sur des livres qu'ils lisaient ensemble, à la planification d'amélioration pour le MAS que Logan exécuterait en suivant ses instructions. Espérance montra un talent inattendu pour la gestion. Absorbant avec empressement les leçons de Walter sur la comptabilité, la gestion des cultures et les relations avec les ouvriers, se préparant sans le savoir au rôle qu'elle finirait par assumer. Avec l'arrivée du printemps, lorsque les champs du MAS furent à nouveau couverts de fleurs sauvages et que l'air était rempli du parfum des agrumes en fleurs, Walter et Espérance célébrèrent le premier anniversaire de leur rencontre par une petite cérémonie privée. Ils plantèrent ensemble un oranger dans le jardin, symbolisant les nouvelles racines et la croissance qu'ils avaient connue en tant que famille. Walter, visiblement plus fort, bien que toujours loin de son ancienne vigueur, tenait la petite pelle, tandis qu'Espérance plaçait soigneusement le jeune plant dans le trou qu'ils avaient préparé. Alors qu'ils recouvraient les racines de terre fraîche, ils parlèrent de l'avenir, des plans qu'ils avaient, de la façon dont ce moment terrible sur la place de la ville, qui aurait pu n'être qu'un autre épisode de cruauté dans un monde indifférent, était transformé en le début d'une histoire de rédemption pour eux deux. Walter confessa qu'avant de la rencontrer, il attendait simplement la mort, existant par inertie plutôt que de vraiment vivre. Espérance, avec la sincérité directe qui la caractérisait, admit qu'elle n'avait jamais pensé qu'elle saurait ce que signifiait se sentir en sécurité, aimée et respectée, avant qu'il ne la sauve. Alors qu'il tapotait la dernière terre autour du jeune arbre, Walter regarda Espérance, la regarda vraiment. Il ne vit pas le fantôme de l'enfant terrifié de la place de la ville, mais une fillette dont les yeux détenaient une force tranquille, une résilience forgée dans le feu et polie par la gentillesse. Son rire, autrefois un son si rare qu'il le surprenait, résonnait maintenant librement à travers les champs. « Il aurait été fier de vous, » dit doucement Espérance. Son regard lointain pendant un instant. Walter savait qu'elle ne parlait pas de son père biologique. Elle parlait du sien. Ou peut-être parlait-elle de l'homme que Walter lui-même était en train de devenir. Il plaça sa main burinée sur son épaule, le même geste qu'il avait utilisé ce premier jour. Non, répondit Walter, sa voix serrée par une émotion qui le surprenait encore. Clara et moi, nous aurions été les chanceux. Tu n'as pas seulement trouvé un foyer, Espérance, tu en es devenu un. L'histoire de Walter et Espérance est un témoignage puissant que la vraie famille n'est pas définie par la lignée sanguine, mais par le choix d'aimer et de protéger. Parfois, le moment le plus fatidique de la vie n'est pas ce que nous cherchons. Mais lorsque nous nous arrêtons pour répondre à l'appel à l'aide d'un étranger, souvenez-vous que sauver quelqu'un pourrait bien être la façon dont vous vous sauvez vous-même de la solitude. Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'un cœur ouvert. Le voyage émotionnel de Walter et Espérance vous a-t-il ému? Si vous aimez les histoires sur le pouvoir de guérison de la connexion humaine et les nouveaux départs, veuillez considérer vous abonner à la chaîne afin de ne pas manquer les prochaines histoires significatives.